à vos cartes électorales. Radio Bulle bouleverse sa programmation pour couvrir les élections législatives de la première circonscription d'Agen-Nérac. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Le débat d'entre-deux tours, c'est maintenant sur le 93.6. Une émission présentée par Ophélie avec Julien Duroux et Jean-Michel Armand, en partenariat avec la Jeune Chambre économique d'Agen. Radio Bulle, c'est votre radio de l'Agenais. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Bulle, votre radio de l'Agenais. Dimanche dernier, vous vous êtes prononcés à l'occasion du premier tour des législatives. Pour la première circonscription d'Agen-Nérac, vous avez choisi Michel Lozana de la liste Ensemble et Sébastien Delbosque du Rassemblement national. Les candidats ont accepté le débat d'entre-deux tours proposé par Radio Bulle et la Jeune Chambre économique d'Agen. Un débat mené par Julien Duroux, journaliste indépendant, et Jean-Michel Armand, chroniqueur chez Radio Bulle. Ce soir donc sur le 93.6. Bonsoir messieurs. Bonsoir Ophélie, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir tout le monde. Radio Bulle se met à l'heure des élections législatives. Pour l'occasion, le 93.6 a délocalisé ses studios à Bonne-Encontre dans la salle d'Elbès qui nous accueille avec sympathie. Merci à eux. Autour de la table, les candidats qualifiés pour le second tour de cette élection. Dans la première circonscription du Lot-et-Garonne à Agen-Nérac, ils sont 3 à avoir obtenu un score supérieur aux 12,5% des inscrits nécessaires à cette qualification. Maryse Combre a fait le choix de jeter l'éponge, arrivée 3e avec moins de 1,7 points de retard sur le second. Son bulletin sera absent sur les tables des bureaux de vote dimanche prochain. Elle a naturellement décliné l'invitation faite au lendemain du scrutin. Ils ne sont donc plus que 2. Le premier, Michel Lozana, député sortant de la majorité présidentielle. Vous avez soutenu Emmanuel Macron une nouvelle fois lors des dernières élections présidentielles. Vous vous présentez pour un second mandat sous l'étiquette Ensemble, soutenu par le Parti Renaissance, l'ex-LREM, avec votre colistière Chantal Borderie. Vous êtes arrivé en tête avec le score de 29,64 au premier tour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Le second, Sébastien Delbosque, vous êtes candidat du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, présidé par Jordan Bardella, conseiller régional RN. Ancien passageois, vous êtes désormais Bonne-Encontré, comme Michel Lozana. Vous êtes également qualifié pour le second tour avec un score de 27,87%. Un écart inférieur de 1,8% vous sépare de votre unique adversaire de dimanche prochain. Fabrice Renard est votre suppléant pour ce scrutin. Bonjour et merci à vous d'être autour de la table ce soir. Bonsoir, merci Radio Bulle et merci à la JCE d'organiser ce débat et merci à Michel Lozana. Alors messieurs, le principe est simple. Nous avons sélectionné 8 thématiques. 3 minutes par question pour chaque candidat. Nous veillerons bien évidemment au respect strict des temps de parole. Les thématiques proposées sont les suivantes. Le pouvoir d'achat, évidemment, la santé, les retraites, l'agriculture, l'écologie et les transports, la sécurité et enfin la culture. Et en fin d'émission, la Jeune Chambre économique d'Agen posera également des questions aux candidats. Des questions qui ont été recueillies dans les rues d'Agen sur les thèmes de l'emploi ou encore de la démocratie. Pour ces dernières questions, le temps de réponse sera seulement de 2 minutes. On parlera santé dans quelques minutes avec Jean-Michel Armand, mais si vous êtes prêts, je vous propose de démarrer avec le thème du pouvoir d'achat. Julien Duroux, c'est à vous. Alors on va commencer avec une question assez large. Le pouvoir d'achat est un des sujets majeurs de la campagne présidentielle. En un an, les prix ont augmenté de 6,1% en moyenne, l'alimentaire de 4,8%, le gaz de 45% et le fioul de 80%. Le Lot-et-Garonne est classé est à la 87e place des départements les plus pauvres. Si vous deviez mettre en avant ou proposer une mesure prioritaire pour aider les plus fragiles de nos concitoyens, de quoi s'agirait-il ? C'est M. Lozana qui commence, du coup, avec le tirage au sort qui a été effectué. Merci, je vais donc débuter puisque ça a été le tirage au sort. Très rapidement, dans cette liste, vous auriez aussi pu dire que nous avons la plus basse inflation de la zone euro, grâce aux mesures qui ont déjà été prises. Et c'est très important parce que quand on se compare aux pays qui nous sont proches, on voit vraiment que les efforts qui ont été faits, les mesures prises ont été efficaces. Donc d'abord, prolonger ces mesures, bien évidemment. Blocage du prix de l'énergie, blocage aussi de l'essence, qui va être prolongé d'un mois, avec après des mesures qui sont des mesures beaucoup plus ciblées, parce que ce qu'il faut éviter absolument, c'est une reprise de l'inflation. C'est bien l'inflation qui grignote, c'est bien ce que vous avez dit, qui grignote le pouvoir d'achat des Français. Et si nous augmentons de manière inconsidérée toutes les aides, il y a une reprise de l'inflation, ce qui fait qu'il y a encore une baisse du pouvoir d'achat. Donc tout ça doit se mesurer, doit être bien évidemment contrôlé. Donc nous avons plusieurs mesures de pouvoir d'achat, et ça va être la première loi qui va être votée, vous le savez, à l'Assemblée, c'est celle du pouvoir d'achat, avec des mesures ciblées, comme je l'ai dit, mais d'autres mesures, une aide
une aide inflation, bien évidemment, dont le montant n'est pas encore déterminé, une aide pour les gros rouleurs, puisque certains utilisent plus leur voiture que d'autres. Donc ça se substituera au blocage du prix de l'essence. Et d'autres aides ciblées, comme par exemple le chèque alimentaire, qui est encore à l'étude, car assez difficile à mettre en place, mais je ne doute pas que nous allons y arriver. Monsieur Delbosc. 6% d'inflation. Alors, je n'ai pas les chiffres sur les autres pays de la zone euro. Ce que je sais, c'est que dans le département de Lot-et-Garonne, qui est le deuxième département le plus pauvre de Nouvelle-Aquitaine après la Creuse, nous avons 17% de taux de pauvreté sur notre département. Il est absolument urgentissime de redonner du souffle aux Français et aux Lot-et-Garonnais. 1 litre de carburant, ça représente 50 à 60% de taxes. Ça fait des années que ça dure. En 2017, en 2018, Emmanuel Macron a voté des augmentations de ces taxes sur la TICPE. L'urgence, aujourd'hui, c'est de revenir sur ces augmentations de taxes décidées au début du quinquennat de Macron, de baisser immédiatement la TVA sur les carburants de 20 à 5,5%, et bien sûr de baisser également la TVA sur tout ce qui est EDF, gaz, l'électricité, le fuel, pour pouvoir tout simplement redonner un peu de souffle aux Français. On est dans un département rural, nous sommes absolument obligés, contraints de prendre la voiture, c'est un mal nécessaire. Il n'est plus possible de prendre son véhicule pour aller travailler et que ça nous coûte plus cher au final que de rester chez soi. Donc ces mesures-là sont urgentes, sont essentielles. Moi je suis contre un chèque par-ci par-là, ça fait un peu le monde. Il faut absolument des mesures durables, aider bien évidemment les entreprises de transport, les entreprises, les TPE, les PME de notre territoire qui ont des flottes, qui ont des véhicules et qui sont également là aussi obligés de confier des voitures à leurs salariés. Et puis une mesure peut-être un peu plus symbolique mais importante également, le retour sur notre département aux 90 km/h. Ça permettra et de gagner un peu de temps et puis aussi bien sûr de parfois se passer des petites amendes que l'on prend pour 82, 83, 84 km/h. Voilà, les automobilistes sont des vaches à lait depuis des années et des années et des années. Et il est urgent pour les 83% de Lot-et-Garonnais de leur redonner un peu de pouvoir d'achat à travers de ces mesures concrètes et immédiates. J'en finis après l'énergie sur les aliments, sur tout ce qui est première nécessité, les protection hygiénique pour les femmes. Ça fera partie de 100 produits de première nécessité que nous voulons exonérer de TVA pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Là aussi pour pouvoir redonner un peu de bien-être, un peu de confort financier à nos Lot-et-Garonnais. D'accord, alors question du coup qui vous avez répondu déjà en partie. Oui, alors si vous voulez répondre, monsieur Noël, vous avez encore du temps de parole. Oui, non, très rapidement pour dire par exemple que les protections hygiéniques, c'est déjà fait. Nous l'avons voté. Voilà. Et c'est très bien parce que nous voulons avoir une attention particulière pour les femmes en difficulté. Le 90 km/h, c'est maintenant sous la compétence des départements. C'est à eux qu'il faut interroger parce que nous sommes bien aperçus, en effet, que le 80 km/h pouvait pénaliser, mais cela dépend des routes. Et donc, il faut adapter au réseau routier. Qui est le mieux placé que le département pour le faire? Voilà, donc nous avons des mesures, mais là où j'insiste, c'est qu'il ne faut pas prendre de mesures qui fragilisent l'économie. Nous avons réussi à relancer complètement l'économie française. Nous sommes sortis de la crise Covid comme le meilleur pays, avec la meilleure dynamique économique. Surtout ne coupons pas ça, parce que sinon nous allons avoir du chômage et un réseau économique effondré. Monsieur Delbosc. Oui, bon, tout va bien du coup. On est vraiment dans le en même temps macroniste là. On vote à l'Assemblée nationale une mesure pour le 80 km/h et puis on voit que la mesure est complètement inutile et ne fait que taxer encore plus les Français. Et puis derrière, c'est aux conseils départementaux de décider. Ça a été voté à l'Assemblée nationale et je peux vous assurer qu'en tant que député, je me battrai à l'Assemblée nationale et auprès des conseils départementaux pour revenir sur cette mesure. Je propose qu'on fasse l'impasse sur la question suivante. Sans limite, on pourra le couper. Parce qu'en fait, elle est redondante. Vous avez répondu en fait à la question suivante. Et c'était sur les carburants. Donc ça a été répondu déjà en fait. Oui, ça fait vous avez tous les deux répondu. Ouais. Mmh. Vous avez tous les deux répondu à la question. Du coup, vous avez 3 minutes de plus réparties sur les questions suivantes. Hein. Parfait. Merci d'avoir répondu aux questions sur le pouvoir d'achat. Nous allons maintenant aborder le thème de la santé avec Jean-Michel.
Oui, le thème de la santé qui est important évidemment pour tous les Français, peut-être se pose-t-il avec un peu plus d'acuité encore dans notre département, car selon les projections, les effectifs des médecins libéraux dans notre département diminueront encore de 30% d'ici à 2027. On sait que la médecine hospitalière est en crise, que cette médecine libérale est à bout de souffle. Un chiffre simplement pour l'hôpital, en moins de 20 ans, on est passé de 680 000 lits à 320 000 en 2022, à un moment où la génération des baby-boomers arrive maintenant massivement en demande de soins. C'est pratiquement une crise systémique, un problème de gouvernance et de responsabilité collective. N'a-t-on pas assisté ces 30 dernières années à un surinvestissement immobilier, flatteur certes pour les élus locaux et les députés qui les inaugurent, mais des mesures certainement insuffisantes. Alors, la faute à qui? Aux ordonnances d'Alain Juppé en 1995 qui ont donné tout pouvoir aux administratifs et aux comptables, au détriment peut-être de l'expertise des praticiens, à l'État qui a manqué singulièrement de vision et en a trop facilement enfourché le dada de l'ambulatoire. Voilà un enjeu majeur pour les nouveaux députés de cette nouvelle mandature. Monsieur Lozana, je sais que la question vous est particulièrement personnelle et sensible. Oui, bien sûr. En tant que médecin généraliste, c'est un sujet que j'ai pris à bras-le-corps depuis 5 ans, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Allons sur le diagnostic. Nous n'avons pas formé assez de médecins. Et pour former un médecin généraliste, il faut au moins 10 ans actuellement. Donc nous avons été obligés de gérer une pénurie qu'on nous a léguée. Et nous avons pris des mesures de suite. Avant même la crise sanitaire, nous avons augmenté de 20% le numerus clausus, que l'on a d'ailleurs, après la crise sanitaire, complètement supprimé. Et maintenant, ce sont les capacités de formation qui limitent le nombre d'étudiants en médecine. Donc il fallait pallier à tout ça. Et d'ailleurs, j'ai lu maintenant le programme du Rassemblement national. Et ce que je peux dire, c'est que la plupart des mesures qu'il donne, nous les avons déjà votées. Nous finançons la télémédecine. Nous avons délégué des tâches médicales aux infirmières, ça s'appelle les IPA, infirmières de pratique avancée, pour trouver du temps médical. Ce qu'elles peuvent faire, ça soulage les médecins. Nous avons mis en place des aides dans les maisons médicales pour pouvoir avoir des administratifs. Donc nous formons de plus en plus d'infirmières et d'aides-soignantes. Dans le département, vous avez vu que nous avons, grâce à ce que nous avons voté, permis la formation d'infirmières qui était limitée par le conseil régional. Moi, j'avais demandé à ce qu'on en ait plus. Et donc, on a permis à ce qu'il y ait une formation d'infirmières par apprentissage, ce qui nous permet, en plus d'avoir des jeunes qui sont formés, qui viennent de chez nous et qui sont formés sur place, qui est très important. De la même manière pour les aides-soignantes, bien évidemment. Et puis, nous avons favorisé l'investissement parce que la qualité du travail est très importante. Deuxième point, il faut que les collectivités locales aussi s'en emparent pour que le territoire soit suffisamment attractif pour emmener les jeunes chez nous. Et par exemple, ici, ça se fait déjà. L'agglo d'Agen accueille 2 fois par an les jeunes étudiants pour leur vanter le territoire, la culture, ce qui se passe à Agen, la qualité de vivre. Et nous avons une qualité de vivre dans ce département très importante. Ensuite, il y a le problème des urgences. Nous avons un système qui est très hospitalo-centré, mais qui forme très peu d'urgentistes, car les urgentistes sont devenus une vraie spécialité. Donc, revenir sur cette formation-là, la RS d'Aquitaine est en train de le faire. Faire maintenant des appels pour que les urgences soient en quelque sorte non pas filtrées, mais qu'elles soient régulées, pour pas qu'on puisse aller aux urgences pour de la bobologie. Ça représente quand même presque 80% des gens qui vont dans les urgences. Donc faire ça, et en plus, personnellement, je porte la demande d'un hélicoptère sur le département pour qu'il y ait des urgences, parce qu'au fin fond de Mézin, moi j'ai beaucoup sillonné ma circonscription, et au fin fond de l'Albret, je peux vous dire qu'ils se sentent un petit peu isolés. Et c'est un des seuls départements, le Lot-et-Garonne, à ne pas avoir d'hélicoptère. Et donc je vais demander à ce que nous ayons un hélicoptère que nous partageons avec la protection civile pour pouvoir
pallier à ce problème d'urgence. Docteur Tessèdre, docteur Aragon, docteur Paul Falzon, je veux leur rendre hommage. Ça a été mes médecins traitants depuis que je suis jeune. Ils sont tous partis en retraite. Aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous chez un médecin, j'ai eu affaire il y a quelques semaines. C'est via l'application Doctolib que tout le monde connaît et c'est parfois plusieurs semaines baladé sur différentes communes de tout le département. Donc c'est une vraie galère. Il y a une vraie pénurie de médecins généralistes. Oui, je suis d'accord, augmenter le numerus clausus, on en parlait, ça a commencé à être fait, il faut bien sûr continuer dans cette voie-là. Moi je me rappelle en 2020, au début du Covid, tous les soirs à 20h, on applaudissait nos soignants, nos aides-soignants, nos infirmières, le personnel hospitalier. Un an après, Emmanuel Macron a viré 15 000 soignants, sans indemnité, sans chômage, sans RSA, sans rien, au motif qu'ils n'étaient pas vaccinés. Vous me connaissez, je ne suis pas du tout anti-pass, anti-vax ou autre, mais l'urgence, c'est déjà de réintégrer ces 15 000 soignants pour redonner un peu de souffle à la fonction publique hospitalière. Cet été, les urgences de Nérac seront fermées, faute de personnel. C'est absolument scandaleux. Donc, si vous me disiez député dimanche, je ne vous promets pas qu'à partir de lundi, vous aurez un rendez-vous sous 2 jours dans Lot-et-Garonne. Mais par contre, je vous promets qu'on va vraiment travailler dans cette voie-là et tout faire pour améliorer les choses via ces premières mesures. Énormément de temps à l'hôpital est dédié à l'administratif. Il faut bien évidemment simplifier toutes ces tâches administratives. Je suis également pour la suppression des ARS. Je n'ai rien contre le personnel des ARS, mais c'est énormément de temps, d'argent accordé pour de la réunionnite, pardonnez-moi l'expression, et pour au final assez peu de résultats. Je suis très satisfait que Michel Lozana ait lu le programme du Rassemblement national et qu'il y souscrive en partie. Donc il me rejoindra sur ce secteur-là. Vous avez repris ce qu'on a fait. Ouais. Et évidemment, continuer à les inciter dans les facs de médecine, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Faire connaître le territoire du département qui est quand même extrêmement attractif pour les jeunes médecins. Aller influencer, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux aussi, également. Et puis, moi, je veux des échanges transversaux avec Bordeaux, avec Toulouse, pour que peut-être 1 fois ou 2 par semaine, il y ait des permanences à l'hôpital, à Agen, à Nérac, à Marmande, de praticiens, de spécialistes de Bordeaux. 1 fois ou 2 par semaine, donc sur le Lot-et-Garonne. Ça leur permettra également de connaître un petit peu notre territoire et qu'ils puissent s'y implanter. Oui, si je peux répondre. Alors ça se fait déjà, hein, les consultations, les médecins qui viennent de Toulouse ou de Bordeaux. Alors en plus, c'est plutôt Bordeaux ici. Et je tiens à dire que grâce à la restructuration qu'avait lancée Buzyn, prenez l'hôpital de Nérac. Vous avez maintenant des consultations à l'hôpital de Nérac. Ce sont les spécialistes de l'hôpital d'Agen qui vont à l'hôpital de Nérac. Pourquoi ? Parce que nous l'avons maintenant classifié hôpital de proximité. Je suis allé, moi, les visiter. Ils sont très heureux de cela. Et je peux vous dire que donc on rapproche les médecins qui viennent faire des consultations spécialisées à l'hôpital de Nérac. Alors c'est assez récent, mais voilà. Toutes les mesures que vous avez mises dans votre programme, nous les avons déjà faites. Et moi je conteste le chiffre de 15 000 soignants, mais peu importe. Je vais vous dire, moi en tant que médecin, je suis très choqué qu'on puisse donner à des gens la possibilité qu'ils soient, lorsqu'ils sont non vaccinés, de soigner des personnes qui sont fragiles. J'ai mon père qui a été hospitalisé il n'y a pas très longtemps en clinique, 95 ans, je peux vous dire que je préfère que le personnel soit évidemment vacciné dans une période où il y a une reprise du Covid. Ça n'empêche pas la transmission. Voilà, Monsieur Lozana, oui, il vous reste 1 minute pour la prochaine question, la dernière question santé. Ah bon Donc, du coup, Monsieur Delbos, si vous voulez répondre, et après on passe à la question suivante, vous avez un petit peu de retard sur le chronomètre. Non, oui, alors... Vous avez 2 minutes de retard. La vaccination, moi je suis triplement vacciné, mais la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, donc je ne vois pas le rapport avec ce que vient de dire Monsieur Lozana. Je veux également accroître le temps médical, on en parlait, parce qu'apparemment tout va bien. Donc je pense que les Lot-et-Garonnais qui nous entendent... sont parfaitement au courant de la situation, accroître le temps médical également des pharmaciennes, des sages-femmes, et puis, élu député, je plaiderai pour un retour des visites médicales en milieu scolaire et périscolaire, pour pouvoir également agir sur la prévention et sur la détection des maladies et mieux les traiter à terme. Okay, il vous restera à peu près 1 minute pour la question suivante et un peu moins de 2 minutes pour Monsieur Delbosc.
Oui, le 7 juin dernier, nous avons assisté effectivement à un mouvement de grève de l'ensemble des personnels hospitaliers. La situation de l'hôpital, vous l'avez évoqué, certains sont pas loin de déclencher le plan blanc, certains l'ont déjà déclenché. Face à la grogne des personnels soignants, le gouvernement a mis en place le fameux Ségur de la santé qui a libéré 186 € pour tous les personnels, sans hiérarchie de compétences devant ce qui peut aussi poser question. Coût 12 milliards, ce qui n'est pas rien, mais visiblement ça ne suffit pas. Si j'ai bien regardé, effectivement, une infirmière sur 5 abandonne son métier après seulement 5 années de pratique. Tout à fait. Quel serait d'après vous, et qu'est-ce que vous porteriez en la matière si dès lundi prochain vous retournez à l'Assemblée nationale? C'est toujours moi? Retourner ou y aller? Si on a mis en place toutes les mesures que je vous ai listées, c'est bien qu'on ne pense pas que tout va bien. Mais nous avons agi et nous avons donc mis en place des mesures fortes. Reste en effet l'hôpital. Et là, nous sommes actuellement sur l'hôpital. La première des mesures qu'il fallait faire, c'était revaloriser. Par rapport aux infirmières européennes, nous sommes maintenant à peu près dans la moyenne, alors que nous étions très bas avant. Deuxième élément, et qui pèse beaucoup, c'est le manque d'infirmières, comme on a dit. Donc la formation, on a fait ce qu'il fallait pour. Je vous l'ai déjà cité juste avant. Les aides-soignantes aussi. Mais en effet, il faut repenser maintenant le temps de travail à l'hôpital. Les infirmières travaillent beaucoup le week-end. Ce sont souvent des femmes jeunes qui ont aussi donc une famille. Et donc là, ça devient plus difficile parce que nous sommes en train de négocier, évidemment, avec les partenaires sociaux pour que les statuts le permettent et pour que les statuts évoluent. Et c'est le grand chantier de demain. C'est ce qui est déjà en train d'être fait pour pouvoir justement permettre aux infirmières et aux autres personnels soignants d'avoir des rotations parce que nous sommes nous avons de gros problèmes depuis que nous avons fait les 35 heures à l'hôpital qui n'ont pas été compensées. Monsieur Delos, vous avez quasiment 3 minutes. Je vais peut-être pas faire 3 minutes là-dessus, il y a encore beaucoup de sujets. La France du baby-boom aujourd'hui vieillit, donc mathématiquement, on aura de plus en plus de personnes à l'hôpital. Nous avons une France qui vieillit, comme je le disais. La première des choses à faire, c'est d'augmenter le nombre de places dans les IFSI, dans les centres de formation. Tout est fait, monsieur Lozana. Voilà. C'est fait. Mais on va continuer là-dessus. Oui, c'est très bien. C'est très bien, il est parfait. Formidable. Du coup, je l'appliquerai dès lundi. Augmenter le nombre de personnes. Excusez-moi, je n'ai pas eu l'outrecuidance de couper. Donc, donc, augmenter le nombre de places dans les IFSI afin de tout simplement d'attirer un peu plus d'infirmières. Aujourd'hui, le concours pour les IFSI est très compliqué. On a parfois des candidates ou des candidats infirmiers qui passent le concours dans plusieurs centres en espérant en décrocher une place. Donc ça sera la première des choses à faire. Revaloriser, c'est vrai, vous l'avez fait en partie. On est encore un petit peu inférieur à la moyenne des pays développés de l'OCDE, mais ça va mieux. Et puis je le disais, enlever du temps administratif qui pèse énormément sur la charge des 35 heures des infirmières. Alors, des infirmières qui font 35 heures, moi je n'en connais pas beaucoup. Mais bon, apparemment s'il en existe, tant mieux. Donc plus d'infirmières, continuer la revalorisation, plus de temps médical et moins de temps administratif, et puis revaloriser ce métier-là. Je pense que c'est important après le Covid, tout ce qui s'est passé, de les mettre en avant. Ce sont nos héros du quotidien. Ces infirmiers, ces infirmières ont sauvé énormément de vies. Donc je pense qu'il faut absolument revaloriser psychologiquement ce métier, redonner envie à notre jeunesse de le faire, de s'inscrire. Et vous le disiez tout à l'heure, au bout de 5 ans, la moitié des infirmières abandonnent, c'est dramatique. C'est un beau métier, c'est un noble métier. Donc il faut le remettre en avant et ça passe aussi par des mesures incitatives, psychologiques et intellectuelles. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de faire une courte pause et on se retrouve dans un instant sur Radio Bulle. On poursuit ce débat d'entre-deux tours avec les deux candidats de la première circonscription du Lot-et-Garonne, Sébastien Delbosque du Rassemblement National et Michel Lozana de la liste Ensemble, et bien sûr Julien Duroux et Jean-Michel Armand. Dans un instant, on abordera les thèmes de la retraite, de l'agriculture et de l'écologie. Radio Bulle.
Vous êtes bien sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Vous êtes bien sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Dimanche dernier, vous vous êtes prononcé à l'occasion du premier tour des législatives. Pour la première circonscription d'Agen-Nérac, vous avez choisi Michel Ozanna de la liste Ensemble et Sébastien Delbosque du Rassemblement national. Les candidats ont accepté le débat d'entre-deux tours proposé par Radio Bulle et la Jeune Chambre économique d'Agen. Ce débat est mené par Julien Duroux et Jean-Michel Armand ce soir sur le 93.6. Et dans un instant, nous aborderons les thèmes de l'agriculture et de l'écologie, mais tout de suite, nous allons parler retraite. Et oui, la question sensible des retraites. Deux questions sur le sujet. D'abord, touchons à la réforme du régime des retraites, qui était, semble-t-il, l'alpha du programme d'Emmanuel Macron en 2017. 5 ans après, la réforme annoncée n'est toujours pas engagée, n'est toujours pas votée. Quelles seraient, messieurs, vos propositions à la matière ? Une retraite à 60, 63, 64, 65 ans ? On avoue que les électeurs sont un peu perdus sur la question. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, nous avons 3 minutes de temps de parole par question. Je ne vais pas faire 3 minutes là-dessus. Je vais être très clair, très concis et très net. Aujourd'hui, on a une population qui vieillit, mais qui ne vit pas plus longtemps qu'avant et encore moins en bonne santé. Quand on a commencé à travailler à moins de 22 ans, quand on a commencé à travailler à plus de 22 ans, quand on a commencé à travailler à 25 ans, à 30 ans, à 19 ans, le maximum sera 62 ans. Si on veut travailler plus longtemps que 62 ans, vous le pourrez, il n'y a pas de souci, on est dans un pays libre et c'est tant mieux. Mais quand on a commencé à travailler tôt, on partira à 60 ans dès 40 annuités et un maximum de 62 ans. J'irai pas plus loin. Michel Ozanna ? Oui, très bien. Donc sur les retraites, c'est comme ailleurs, nous sommes capables de réviser notre position et nous étions partis, il faut bien le dire, sur une réforme des retraites qui était assez complexe, trop complexe. Et on n'a pas pu la mener à bout parce que vous avez vu qu'il y a eu entre-temps quand même des phénomènes un peu particuliers comme la crise sanitaire. Donc qu'est-ce que nous proposerons ? Regardez ce que font tous les pays autour de nous, la retraite minimum à 65 ans. Donc le président a entendu, il dit retraite à 64 ans et nous voyons où en est le système et le financement. Pourquoi ? Nous voulons sauvegarder ce système par répartition auquel sont attachés les Français. Il est déjà en déficit et le corps qui s'occupe des projections sur la retraite va revoir ses analyses très bientôt en juillet. Parce qu'en effet, avec la crise et avec tout ce qui s'est passé sur le plan économique, il faut absolument revoir cela. Donc nous, ce que nous proposons, c'est une revoyure à 64 ans pour voir si donc on doit aller jusqu'à 65 ans ou pas, si le régime est équilibré. Deuxième chose, le projet que porte Marine Le Pen, je tiens à le dire, ne tient pas compte des carrières particulières qui sont des carrières difficiles, des gens qui travaillent beaucoup, et des régimes particuliers que nous avons en France. Nous avons 40 systèmes de régimes et qui ne sont pas tous égalitaires. Donc ça aussi, il faut le revoir, et c'est notre système qui permettra de revoir cela. Oui, je ne vous le fais pas dire. Effectivement, on ne tient pas compte des 46 régimes spéciaux en France. On tient compte de 40 annuités au maximum de 62 ans. Aujourd'hui, une personne sur deux qui part en retraite en étant au chômage. Donc là aussi, il y a beaucoup d'économies à faire. Pourquoi maintenir des gens au chômage jusqu'à l'âge de départ à la retraite alors qu'il serait plus simple de partir en retraite à 62 ans ? Je vous le signe, si demain Emmanuel Macron a les pleins pouvoirs comme il l'a eu pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, nous partirons à 65 ans en retraite. Il est vital pour notre démocratie d'avoir des députés qui s'opposeront, qui feront tout pour éviter cela. C'est de la justice sociale. C'est hyper important, quand on a travaillé 40 ans au service de la France, de pouvoir profiter de ces quelques années, de ces 5, 10, 15, 20 ans qui nous restent en bonne santé pour pouvoir profiter d'une vie de labeur. Autre chose, Michel Ozanna va nous dire qu'ils l'ont fait, bien évidemment. Une indexation chaque année sur l'inflation, c'est extrêmement important là aussi. Et remonter le minimum vieillesse, ça s'appelle l'allocation spécifique aux personnes âgées aujourd'hui, qui est autour de 925 €. Pareil, l'indexer chaque année sur l'inflation pour qu'il n'y ait pas une retraite à moins de 1 000 €. C'est des choses que je porterai dès lundi à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est déjà fait. Oh, pardon. Allez-y. Non, alors Oui, effectivement, le deuxième volet de la question portait sur l'indexation des retraites. L'indexation... Puisque c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ça vient d'être fait. Il y a une semaine par Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail. Oui. On ne sait toujours pas quel sera le niveau d'inflation retenu. 4%, comme l'a déclaré récemment Bruno Le Maire, avec une revalorisation de la retraite du régime général, avec un minima de 1100 € pour une carrière complète. On sait que d'ores et déjà, le niveau d'inflation est à 5,2, 5,3, 5,4. Il va continuer de progresser. C'est quoi la plus-value pour les lecteurs de dimanche prochain? Les retraités sont 17 millions aujourd'hui. Les retraites ont été gelées durant la quasi-totalité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et effectivement, il y a une semaine, comme c'est bizarre, juste avant les élections, on nous annonce que les retraites vont être augmentées et qu'elles vont être dégelées. Bon, pareil, là, si Emmanuel Macron a les pleins pouvoirs, ok, cette année, ça va peut-être augmenter de 4, 5. L'inflation risque d'être autour aussi pour ça, mais je suis prêt à parier que les retraites vont augmenter autour de 4, 4,5. Et puis, quoi pendant 5 ans? Quoi? Je me battrai chaque année pour que les retraites soient réévaluées en fonction de l'inflation. Oui. Tout d'abord, Macron n'a pas les pleins pouvoirs. Le président Macron n'a pas les pleins pouvoirs. Ça renvoie à un moment de notre histoire assez pénible. Donc, ça ne s'appelle pas les pleins pouvoirs. Je vous remercie de ne pas... Quel moment de l'histoire? Vichy. Ah, d'accord. Non, c'est quand on a voté les pleins pouvoirs à Vichy. Non, mais c'est ça. Nous sommes dans une démocratie, monsieur Delbosc. Donc, oui, mais pas de sous-entendu de ce type. Mais non, mais il a les pleins pouvoirs, il a la présidence de la République, il a la totalité de l'Assemblée nationale. Ça ne s'appelle pas les pleins pouvoirs. Sur les systèmes des retraites, je voulais vous dire qu'en effet, nous sommes actuellement 1,7 cotisants pour... Donc, un départ à la retraite. Nous serons bientôt à 1,4. Donc, si on ne fait rien, et si on continue sur le schéma de Marine Le Pen, nous sommes en déficit. Nous sommes déjà en déficit. Il a été évalué par des économistes à 20 milliards. Allez, je vais dire 10 milliards de plus. Nous sommes déjà à 15 milliards de déficit actuellement. Ne faisons rien, allons dans le mur. Si c'est la philosophie que vous avez, c'est parfait. Donc, moi, je préfère sauver, comme je l'ai dit, le système de retraite par répartition. 2, être équitable, parce que quand on a 40 systèmes de retraite, ce n'est pas équitable. Voilà. Et tenir compte à plus des carrières difficiles et des emplois qui sont difficiles, toute une carrière, pour avoir donc une remise sur le temps avant de partir à la retraite. Voilà. Si vous le permettez, sur la question, n'oublions pas non plus les fonctionnaires dont le point d'indice est gelé depuis 2017. Ils ont reçu une revalorisation à 2,65% au mois d'avril dernier. Ce rattrapage, on le sait, est déjà mangé par l'inflation. Est suffisant pour calmer la grogne de 5,7 millions d'agents du service public. Monsieur Delbosc, vous avez 2 minutes de retard. Non, c'est pas suffisant. C'est mieux que rien. Là encore, ça vient d'être fait juste avant les élections. Donc mesures électoralistes, mais mesures nécessaires qu'il faut faire perdurer. Beaucoup de fonctionnaires, notamment dans la fonction publique territoriale, sont rémunérés directement par les communes. Les communes ont beaucoup moins de moyens qu'auparavant. Donc j'ai parfaitement conscience d'à quel point c'est compliqué de générer des marges de manœuvre pour mieux rémunérer nos fonctionnaires. Notamment tout ce qui est agents techniques, catégorie C, qui ont assez peu d'IAT, de NBI, etc., etc. Donc, pourquoi pas renforcer les partenariats publics et collectivités locales pour trouver des marges de manœuvre. Pour revenir sur les retraites, j'ai parfaitement conscience que partir à 62 ans, après, encore une fois, chacun est libre de continuer à travailler s'il le souhaite, ça coûte de l'argent. J'assume, on n'aura pas une assurance retraite à l'équilibre demain. Mais encore une fois, c'est important pour tous ceux qui ont passé leur vie à travailler d'être rémunérés correctement de cette vie passée. Et pour les fonctionnaires, ça prendra du temps, mais on va se battre là aussi pour indexer les revenus de ces fonctionnaires, notamment sur les catégories C, chaque année sur l'inflation. Monsieur Lozada, s'il est assez court, vous avez encore 1 minute d'avance. Très bien. Très rapidement, les revalorisations, on ne les fait pas quand il n'y a pas d'inflation. Maintenant, nous sommes en inflation. Les retraites ont déjà été revalorisées en mai, elles vont l'être en juillet.
Les fonctionnaires, c'est plus compliqué parce que, comme il l'a dit, en effet, il a raison, il n'y a pas seulement des fonctionnaires d'État, il y a des fonctionnaires des collectivités. Les collectivités ont touché plus d'argent grâce à la réforme de l'ATH. C'est pas vrai qu'elles sont plus pauvres. Prenez le département du Lot-et-Garonne, il a touché plus de 10 millions de plus l'an dernier. Donc je pense qu'il peut quand même absorber un petit peu. Vous l'aviez dans les journaux il y a quelques temps. Parce qu'en effet, on leur a donné les moyens. Dernier volet de la question sur cette épineuse question des retraites pour notre département, une question très sensible, effectivement, c'est la retraite effectivement des agriculteurs et des salariés agricoles. Qu'est-ce que vous porteriez demain en la matière sur un dossier qui est aussi éminemment complexe? Il y a des agriculteurs qui vivent bien sur le Lot-et-Garonne et il y en a beaucoup qui vivent mal. Tous ici, autant que nous sommes autour de cette table, ou vous qui nous écoutez, c'est grâce à nos agriculteurs que nous pouvons nous nourrir chaque jour. C'est un métier qui aujourd'hui est extrêmement dévalorisé. La gauche et l'extrême gauche passent leur temps à taper sur nos agriculteurs. Moi, je veux leur rendre hommage, sincèrement, parce que c'est un métier extrêmement pénible, extrêmement difficile, très peu reconnu. Là aussi, je le proposais, tous ceux qui vont passer leur vie de labeur doivent avoir une retraite correcte. Il faut revaloriser les pensions de nos agriculteurs et puis revaloriser le minimum vieillesse pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu atteindre, qui peuvent pas atteindre des pensions correctes. Les aider, les agriculteurs, renforcer les cellules d'aide psychologique qu'on peut avoir au sein de la Chambre d'agriculture et sur notre territoire pour avoir des gens qui les écoutent, qui écoutent leurs problématiques à longueur de semaine, à longueur d'année, et puis mettre en avant ces agriculteurs-là pour qu'ils puissent mieux vivre de leur travail au quotidien. Je veux accentuer le localisme, les circuits courts pour pouvoir mieux les rémunérer et pour pouvoir d'abord faire appel à eux avant de faire appel à des produits qui viennent du monde entier, sans parler de l'impact écologique que ça peut avoir. Et puis, comme je vous le disais, au pire du pire, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir des minima de retraite, une pension, une ASPA, une allocation spécifique pour les personnes âgées, correcte et revalorisée chaque année. On parle bien des retraites agricoles, là, pas fait. de l'agriculture. On y reviendra après, parce On que y sinon reviendra très bien. Retraite agricole, nous l'avons déjà augmentée. Nous avons adhéré à la loi Chassaigne qui est un communiste, mais nous avons adhéré parce qu'il proposait une augmentation de jusqu'à 85%, on était à 75%, jusqu'à 85% du SMIC. Elle n'est pas encore suffisante, je vous le dis. Je suis allé plusieurs fois devant les retraités agricoles, donc on va continuer de le travailler, il y a une vraie volonté là-dessus. Deuxième chose, nous avons déjà augmenté de plus de 100 € le minimum vieillesse. Parce qu'en effet, il y a des gens qui sont au minimum vieillesse, et en particulier certains agriculteurs. Donc voilà, un travail à continuer, et le minimum vieillesse déjà augmenté. Alors il y a bien d'autres questions liées effectivement à l'agriculture. C'est un sujet majeur dans notre département à vocation agricole. Il l'a été, il l'est encore et on espère qu'il le sera encore demain. Julien, sur le sujet. Alors, vous avez répondu à l'invitation. On souhaitait entendre les candidats, savoir ce que vous proposiez. Nos paysans sont dûment concurrencés par les productions étrangères, notamment espagnoles, en ce qui concerne la production de fruits et légumes. Parmi les questions abordées, les contrats des salariés agricoles, la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Quel avenir pour les agricultures, pour l'agriculture lot-et-garonnaise et pour les agriculteurs ? Alors, si je peux me permettre, je n'ai pas été invité par la FNSEA, sinon je m'y serais rendu, bien évidemment, avec plaisir. J'ai vu que Michel Lozana y était allé et que ça avait été un peu agité. J'aurais adoré rencontrer les agriculteurs, mais non, je vous confirme et je vous assure, je n'ai absolument pas été convié à cette réunion. Je le regrette. Est-ce que vous pouvez, pardonnez-moi, je répondais à la première partie de votre question. Est-ce que vous pouvez me rappeler la seconde partie, s'il vous plaît ? Alors je disais, parmi les questions abordées, les contrats de travail des salariés agricoles et la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Oui, bien sûr. On connaît tous des agriculteurs qui ont recours à la main-d'œuvre marocaine, tunisienne, portugaise, espagnole pour tout ce qui est travail saisonnier. Il n'est pas question d'arrêter ça. Les agriculteurs ont besoin de main-d'œuvre, donc on va continuer là-dessus. J'instaurerai, une fois député, je me battrai à l'Assemblée pour que les étudiants qui veulent faire des saisons en parallèle de leurs études aient une indemnité, par exemple, de 200 ou 300 € mensuels, en complément du salaire, bien sûr, versé par les agriculteurs, pour pouvoir aller travailler dans les champs à la récolte de tous ces fruits et légumes. Et puis également, bien évidemment, bien mieux étiqueter les produits tels qu'ils le sont aujourd'hui pour mettre en valeur, plus que ça ne l'est aujourd'hui, mettre en valeur les produits locaux, les produits de nos terroirs et de notre territoire. Et
faire confiance complètement aux agriculteurs pour tout ce qui est retenue d'eau, lac, etc. etc. Ce sont eux qui aujourd'hui ont la maîtrise de nos terres et j'espère, une fois élu député, que je pourrai échanger bien plus que je ne le fais aujourd'hui pour trouver des solutions ensemble, dialoguer et être à l'écoute de leurs problématiques. Monsieur Lozana, vous avez une petite minute de retard. Eh bien, il se trouve que d'abord j'étais député depuis 5 ans et que moi je suis déjà allé à leur rencontre. Et comme je serai encore député, je continuerai d'améliorer les choses. Je peux vous dire que je me suis battu pour ce qu'on appelle le TODE. Alors c'est quoi ? C'est une aide justement à la main-d'œuvre pour les agriculteurs, très importante. Ils l'ont demandé, vous pouvez demander, j'ai un ami agriculteur qui me dit si on ne votait pas le TODE, la prolongation du TODE, ça me mangeait toute ma marge de l'année. Voilà. Donc, nous, on a voté ce TODE qui était d'ailleurs, et avait été institué d'abord par Bruno Le Maire, il y a encore donc de nombreuses années. Donc, nous nous sommes battus pour cela. Deuxième chose, l'agriculture en général, c'est pour moi un élément d'avenir très important. Très, très important. Et nous continuerons à la défendre. Nous avons fait déjà pas mal. Nous avons fait 2 lois, parce que la première n'allait pas assez loin. Nous avons fait une 2e loi pour que maintenant les agriculteurs vivent mieux de leur travail. Et les décrets d'application sont en train de sortir actuellement. Voilà. Au niveau des chronos, eh ben on est parfait, on est à une demi-seconde près. On est bon sur les chronos. Les deuxièmes questions, les prévisions météorologiques nous alertent quant à la crainte d'une sécheresse prématurée avant l'été. Dans un département essentiellement agricole comme le nôtre, la question des ressources en eau est-elle prégnante ? À terme, faudra-t-il envisager des cultures moins gourmandes en eau que celles que pratique aujourd'hui notre département ? Oui, à terme, bien sûr. À terme, il faut aller vers le sens du progrès, vers plus de technologie et vers une meilleure efficience dans l'irrigation de nos cultures. À terme, on va tout faire pour aider nos agriculteurs. Aujourd'hui, ils ont besoin d'eau. Moi, je suis totalement favorable à ce qu'ils perdurent dans la construction de lacs et de retenues d'eau pour irriguer leur culture, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Effectivement, il faut travailler pour trouver des solutions à terme là-dessus. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a et il faut les soutenir là-dessus. Tout à fait d'accord. Et je veux dire que nous avons là aussi travaillé. Alors d'abord, je me suis mobilisé pour le lac de Caussade. C'est une retenue d'eau. Mais nous avons fait plus. Nous avons porté auprès du ministère de l'Environnement la nécessité de ces retenues d'eau un peu partout dans le département. Et d'ailleurs, le Premier ministre Castex nous a écoutés puisqu'il a fait un Grenelle de l'eau. L'eau va être un élément majeur dans l'avenir, pas seulement pour les agriculteurs. Je pense que l'eau, c'est une richesse qui doit être partagée. Et donc le Grenelle de l'eau a mis tout le monde autour de la table pour tracer des perspectives d'avenir. Et ça, c'est très important. Donc on n'a pas fini avec l'eau. Bien évidemment, il faut continuer les retenues. Et je suis absolument pour. Alors, vous nous parlez du Grenelle de l'eau. Donc c'est un sujet connexe avec l'écologie. Jean-Michel, vous allez nous poser question sur l'écologie maintenant pour nos candidats. Ben oui, on va rester effectivement aussi sur le registre de l'eau puisque le syndicat O47 ainsi que le collectif Sortir des pesticides en Lot-et-Garonne a publié il y a quelques semaines un communiqué sur la nécessité de faire payer les agriculteurs les pollutions des eaux, rivières, retenues, nappes, etc. Dans leur communiqué, il nous semble juste, disent-ils, que ceux qui polluent voient une augmentation significative de la taxe pour pollution diffuse qu'ils payent aux agences de l'eau. Ils pourraient ainsi contribuer à ces investissements. Première question à nos 2 candidats, quelle est votre vision du problème et quelle solution serait, d'après vous, de nature à améliorer la qualité des eaux de notre département ? Et sur cette surtaxation des agriculteurs pollueurs, serait-elle une réponse à retenir ? J'invite tous ces collectifs à faire comme je le faisais quand j'avais 19 ans, à aller ramasser les fraises, couper les blés et être au contact de nos agriculteurs parce qu'ils leur donnent beaucoup de leçons, beaucoup de pression. Ils ne se rendent pas compte de la difficulté quotidienne de ces gens à produire à ce qu'ils font et ce qu'ils nous mettent dans nos assiettes tous les jours. Donc encore une fois, je soutiens totalement nos agriculteurs là-dessus. Faire payer nos agriculteurs, très bien, pas de souci. Mais par contre, ils ne mangeront plus aucun produit du terroir. Donc moi, je suis un peu agacé par tous ces donneurs de leçons. Moi, je suis pour faire payer les pollueurs, pas de souci. Pour faire payer tous ceux qui jettent des déchets dans les rivières, etc., etc. Mais il faut arrêter de nous faire croire que ce sont
agriculteurs qui font ce qu'ils peuvent, qui polluent le plus nos cours d'eau et nos ruisseaux. Donc là, voilà, je leur apporte leur soutien. Sur le reste, j'ai rien à déclarer. Je trouve ça absolument absurde. Michel Lozana? Oui, je partage une certaine vision, mais je vais être plus précis parce que là aussi nous avons travaillé. Rappelez-vous, au niveau de l'Europe, Emmanuel Macron a poussé pour qu'on sorte du glyphosate en 5 ans. C'était un objectif. Et il nous a dit, moi je voudrais qu'en France on le fasse en 3 ans. Ce n'est pas possible, on l'a raté. D'accord ? Mais ça veut dire que nous avons entamé un processus. Ce que je dis, c'est que l'agriculture et les agriculteurs savent très bien qu'ils doivent s'adapter, qu'ils doivent évoluer. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur trouve des alternatives à la pollution et à ces produits phytosanitaires. Nous avons fait une loi là-dessus. Par exemple, ce ne sont plus les mêmes conseillers qui vendent les produits phytosanitaires. Très important. Moi, j'étais rapporteur d'un rapport spécial sur la sécurité alimentaire. On a une baisse très importante en France des pesticides. N'en déplaise à certains qui disent le contraire, ce n'est pas vrai. Moi, j'avais les chiffres, 4 ans j'ai fait ce rapport. Voilà. Donc, il faut qu'on les aide à évoluer et c'est très important. Donc, nous avons stimulé la recherche, l'ANSES, l'IRA, tout ça. Et donc, on aide les agriculteurs à évoluer qui, eux aussi, veulent évoluer. Il faut bien le dire. De façon plus large, s'agissant de la question et de la distribution de l'eau, un certain nombre de collectivités locales et d'intercommunalités ont choisi de revenir à une gestion maison au détriment des grands groupes leaders en la matière. Quel est votre point de vue sur la question ? Oui, la gestion de l'eau en régie, on appelle ça en régie municipale. En régie, c'est ça. Voilà. Je suis favorable au mieux-disant, c'est-à-dire une réévaluation pluriannuelle, peut-être triennale, de la gestion de l'eau dans chaque commune ou dans chaque agglomération, pour voir ce qui est le mieux et des appels d'offres réguliers. La gestion de l'eau en régie, bon, très bien, pourquoi pas, mais au bout de 3 ans, si effectivement un concurrent privé fait une meilleure offre pour avoir le marché, j'y suis également favorable parce qu'il en va de notre porte-monnaie et de nos dépenses quotidiennes. Donc réévaluer, oui, tous les 3 ans, ça me paraît juste. Voilà. Le mieux-disant est ce qui coûte le moins cher au consommateur, à l'usager même, je dirais, parce qu'on n'est pas forcément des clients de l'eau, on est des usagers, on en a besoin. Et également, il y a un gros travail à faire sur tout ce qui est entretien de réseau. Aujourd'hui, en moyenne, en France, il y a à peu près 1 litre d'eau qui est perdu sur 2 litres consommés. Donc c'est une catastrophe. Il y a beaucoup à faire avec les agents du service privé tels que la SOR, Veolia ou avec les régies municipales. Là aussi, nous allons partager de forts éléments. La régie n'est pas toujours la solution. C'est parfois une solution à court terme. Et moi, je peux vous dire que nous avions repris en régie, quand j'étais à l'agglomération d'Agen, la distribution de l'eau. Il y avait des communes que je ne nommerai pas qui étaient en régie avec un coût très bas. Sauf que les réseaux n'étaient pas entretenus, très grosse déperdition d'eau, et que donc à moyen et long terme, il y avait des problèmes. Ceci dit, les grandes entreprises de l'eau ont quand même fait beaucoup de bénéfices. Et donc, en effet, dans les appels d'offres, 3 ans, franchement, ça me paraît court parce qu'il faut que ça s'installe, il faut créer des bassins, c'est compliqué, c'est long. Enfin, moi, je l'ai vu quand j'étais à l'agglomération d'Agen. Mais en tout cas, le revoir et faire en sorte qu'il y ait moins de bénéfices de ces grands groupes, oui. Autre question majeure sur le sujet de l'écologie, l'énergie et notamment le nucléaire. Évidemment, dans le Lot-et-Garonne, même si la centrale de Golfech est dans le Tarn-et-Garonne, on est quand même sous son ombre tutélaire. En 2017, le candidat Emmanuel Macron insistait sur son engagement de réduire le nucléaire à 50% de la production électrique, poursuivant ainsi les choix de son prédécesseur François Hollande. 5 ans plus tard, le président réélu change d'avis. Le 10 février dernier, il dévoile sa stratégie énergétique pour la France à l'horizon 2030, comprenant un vaste plan de relance du nucléaire. Question aux 2 candidats. La première, notamment sur fond de guerre en Ukraine et les enjeux majeurs qu'elle a rebattus, quelle est la stratégie à court et moyen terme en matière d'énergie portée par le programme de votre parti ou de votre coalition ? Voilà, on a eu du en même temps habituel. Effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, en 2017... on veut mettre des éoliennes, on veut augmenter énormément la part de renouvelables et baisser la part des centrales nucléaires. Je rappelle que le nucléaire fait partie des excellences françaises. C'est énormément d'emplois, c'est des milliers d'emplois sur notre territoire et ça nous permet de garder
une électricité à relativement bas coût, même si une grosse partie du prix de l'EDF que vous payez chaque mois, est en corrélation avec le marché européen de l'électricité et de l'énergie, mais moi je ne vais pas revenir là-dessus, ça va être un peu trop techno. Il faut bien évidemment, je suis pour accentuer la part de nucléaire dans la production d'électricité française, tout simplement parce que c'est une énergie décarbonée. Ça coûte très cher de produire des centrales nucléaires, mais pour le prix de revient du kilowattheure et du mégawattheure, ça coûte beaucoup moins cher que la production d'électricité via des énergies renouvelables. Je ne suis bien évidemment pas contre le renouvelable, au contraire, je pense qu'il faut mener les deux en parallèle. Je suis anti-éolienne parce que ça coûte très cher, parce que ça dénature nos territoires, parce que c'est produit en Chine et puis parce que c'est quasiment impossible à recycler. Donc là, voilà, je suis absolument contre les éoliennes. Par contre, il y a des choses à faire avec la géothermie, avec l'hydrogène notamment, et puis l'accentuation du nucléaire. Pourquoi pas à terme, puisque ça se recycle de mieux en mieux, notamment avec des entreprises néo-aquitaines, la production d'énergie solaire via des panneaux, la production d'électricité via des panneaux solaires installés sur les toitures de nos maisons, de nos immeubles. Pourquoi pas? Il faut y réfléchir, mais je suis absolument pro-nucléaire, puisque c'est une énergie qui coûte au final peu cher et qui ne pollue pas, qui n'émet quasiment pas de CO2 ni de gaz à effet de serre. Michel Lozana, quel regard portez-vous sur les évolutions de la pensée du président de la République en la matière? Eh bien là aussi, c'est assez exemplaire parce que nous ne voyons pas le monde en noir et blanc. Alors certains disent que c'est le en même temps. Non, ce sont des nuances. Et surtout, les situations évoluent. Et donc, sur le nucléaire, on est d'accord. Il faut développer le nucléaire. Le président s'est exprimé là-dessus. Énergie bas carbone, il n'y a pas de problème. C'est, en termes de compétitivité, un élément puissant pour l'économie française. Continuons là-dessus. Là où on diffère, c'est que nous, par contre, nous avons mis des financements sur le développement des énergies renouvelables. Alors j'ai bien entendu qu'il n'était pas contre, sauf que dans le programme de Marine Le Pen, il n'y a pas ça. Nous, c'est faux. Je l'ai lu, mais bon. En tout cas, pas au niveau où nous en sommes, que nous voulons faire. Par exemple, les panneaux solaires, il l'a dit, il y a déjà nous avons déjà pris des mesures pour que quand les toitures ont une certaine surface, on mette des panneaux solaires, ça soit important. Mais le plus important aussi, donc il faut développer ces énergies renouvelables, mais se projeter. Parce qu'on va dépenser de plus en plus d'électricité et nous avons mis 10 milliards sur la recherche sur l'hydrogène. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va être normalement l'énergie du futur, 10 milliards. On se projette vraiment. On n'a pas une vision passéiste. Donc développer à court et moyen terme le nucléaire, les énergies renouvelables, parce qu'il faut les deux. Et de manière beaucoup plus importante, alors peut-être, moi je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, de manière beaucoup plus importante que ce qui est fait, et surtout se projeter dans l'avenir. M. Delbosc s'est prononcé résolument contre les éoliennes. Vous en pensez quoi? C'est moche, c'est peu productif, c'est pas recyclable, c'est à poursuivre? Ça pose des problèmes locaux. C'est pour ça que le président s'est plutôt prononcé pour des éoliennes en mer. Vous l'avez vu. Où il y a quand même beaucoup moins de problématiques de voisinage. C'est pas ce que disent les pêcheurs, hein, c'est d'autres problèmes évidemment. Il faut définir les zones, on est d'accord. Je suis pour les parcs d'éoliennes offshore, mais uniquement dans les dom-toms qui sont beaucoup moins concernés par les problématiques de pêche, contrairement à tout ce qui est Atlantique et la Manche notamment. Si on parle d'électricité, évidemment, il nous faut parler d'EDF. Et la question de la renationalisation d'EDF est carrément sur la table. Coût pour l'État, 65 milliards d'euros. Bonne ou mauvaise idée? C'est un investissement raisonnable? Non, mauvaise idée. Il faut soutenir EDF, il faut construire des centrales électriques, mais je suis contre la renationalisation d'EDF. On n'est plus à l'époque bolchevique. Donc, non, il faut laisser EDF... libre, tout en la soutenant, mais pas la renationaliser. Ça va coûter une fortune aux contribuables. Ça va être encore des taxes, des impôts en plus, et pour au final une économie sur le kilowattheure ou le mégawattheure dérisoire. Le gouvernement actuel semble, en tout cas, a posé la question et travaille autour de cette possible option. Michel Lozana, votre point de vue? Oui, non, mais vous l'avez dit, on travaille là-dessus. Pourquoi? Parce que
ça répond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il va falloir se projeter dans l'avenir. Il faut avoir une vision à long terme là-dessus. On ne peut pas avoir une vision à court terme. Donc il faut en effet analyser les plus et les moins. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas bien d'un côté, tout rose, et de l'autre tout noir. Ça n'existe pas, ça. Donc il va falloir évaluer ça. Il faut savoir que déjà EDF nous coûte. On paye pour les retraites donc les retraites du personnel d'EDF, et puis on finance aussi la recherche, et on finance un déficit d'EDF qui est problématique. Donc il faut réenvisager tout ça à l'avenir de ce que doit être notre avenir énergétique. C'est pour ça que nous ne sommes pas dogmatiques là-dessus, mais que nous allons... il y a une réflexion engagée. Monsieur Delbos, si vous voulez conclure ce sujet, vous avez une 30aine de secondes de retard. Non, en 2035, l'Union européenne a voté en faveur de l'abandon de vente de voitures neuves avec des moteurs thermiques. Il y a peu de chances, effectivement, que ça se fasse, mais sur le papier, en 2035, vous ne pourrez plus acheter de véhicules à moteur thermique, même pas des hybrides ou des hybrides rechargeables. Donc concrètement, on a de plus en plus besoin d'électricité, on est de plus en plus nombreux sur Terre et en France. La seule solution décarbonée et la plus économique, c'est le nucléaire. Je me battrai pour améliorer les emplois de cette filière, les conserver, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant, en voulant fermer Fessenheim, par exemple. Je peux répondre ou pas? Non. Oui. Au niveau du temps, vous voulez, on a une égalité de temps de parole à la seconde près. D'accord, allez, je vous laisse. Comme vous voulez. Seulement dire que Fessenheim, c'était déjà parti, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Qu'on ne pouvait pas faire marche arrière. Ah oui, je sais. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de faire une courte pause et on se retrouve dans un instant sur Radio Bulle. On poursuit ce débat d'entre-deux tours avec les deux candidats de la circonscription Agen-Nérac, Michel Lozana de la liste Ensemble et Sébastien Delbosque du Rassemblement national. Et puis bien évidemment avec Julien Duroux et Jean-Michel Armand. Dans un instant, on abordera les thèmes du transport, de la sécurité et de la culture. Radio Bulle. Bonsoir et bienvenue sur Radio Bulle 93.6. Si vous nous rejoignez dimanche dernier, vous vous êtes prononcé à l'occasion du premier tour des législatives. Pour la première circonscription d'Agen-Nérac, vous avez choisi Michel Lozana et Sébastien Delbosque. Les candidats ont accepté le débat d'entre-deux tours proposé par Radio Bulle et la Jeune Chambre économique d'Agen. Un débat mené par Julien Duroux et Jean-Michel Armand ce soir sur le 93.6. Et dans cette nouvelle partie, nous allons aborder les thèmes du transport, de la sécurité, de la culture, et on commence par le transport. Alors, en termes de transport, à l'heure où l'on demande aux Français de limiter leurs déplacements en voiture, il y a un dossier incontournable dans notre département, c'est la LGV. La quasi-totalité des feux sont au vert, à part celui du conseil départemental de Lot-et-Garonne, où la présidente Sophie Borderie refuse d'apporter le complément de soutien demandé, estimant suffisante la participation de 35 millions d'euros relative au premier tronçon. Jean Castex envisageait l'abandon possible d'un arrêt à Agen, rappelant que la ligne sera construite à l'horizon 2032 avec ou sans Agen. Un enclavement terrible pour notre territoire, d'après le maire d'Agen, Jean Dionis, constat partagé par Frédéric Péchavy, président de la CCI, Jean-François Blanchet de la CMA 47, ou encore Serge Bouquet-Cassagne, président de la Chambre d'agriculture. Véritable argument financier ou posture politique de la présidente du conseil départemental, pensez-vous que Sophie Borderie reverra sa position? Il faut lui poser la question à elle, j'allais dire. Voilà. Et ça se vote en conseil départemental. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une vraie volonté du Premier ministre, quand il est venu, Jean Castex, de faire avancer les choses. Et je peux vous dire que c'est là aussi où il faut un député de la majorité pour pouvoir faire évoluer le dossier. Se battre pour qu'il y ait le plus d'arrêts possible à Agen est bien évidemment une nécessité. Donc là, vous pouvez compter sur moi. Et on est plus entendu quand on est de la majorité. Donc il faut bien un député LREM. Vous l'avez vu quand le Premier ministre est venu. Sur l'hôpital, on n'en a pas parlé. Plus de 70 millions d'euros, c'est moi qui l'ai fait venir. Vous croyez qu'il serait venu dans la circonscription de l'opposant? Je ne pense pas. Donc sur la LGV, c'est pareil. Je vais travailler beaucoup. J'ai déjà... D'ailleurs, autour de moi, des gens qui sont plutôt des opposants. Mais vous savez qu'il il y a encore quelques recours à purger. Moi, je me plierai à la décision de la justice là-dessus. Par contre, en effet, le plus d'arrêts possible à Agen est une nécessité. Monsieur Delbosque. Michel Lozana me reprend sur les pleins pouvoirs
limite en faisant appel à Vichy. Et il nous explique aujourd'hui que si on n'a pas de député LREM, concrètement, le territoire se meurt. Je vous rassure, Michel Lozana, on a dans toutes les circonscriptions de France des députés LREM, mais aussi des députés d'opposition. Tout va bien, tout se passe bien. Et également des députés du Rassemblement national, qui sont d'ailleurs systématiquement réélus, tout comme les maires. Et les territoires ne sont pas à l'arrêt, les projets ne sont pas morts pour autant. Donc même si demain on n'a pas un député LREM sur le Lot-et-Garonne, ne vous inquiétez pas, le Lot-et-Garonne continuera d'exister. Sur la LGV, je me suis opposé au conseil régional au financement de cette LGV. Je vous explique pourquoi. D'une manière très simple, parce que ça va vous coûter de l'argent. Chaque mois, chaque année, un peu plus. Philosophiquement, je suis pour relier les hommes, je suis pour relier les villes, les métropoles, les villes moyennes comme Agen, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris. Sauf que ça coûte énormément d'argent. Je travaillais pendant un an à Aiguillon, je prenais le train tous les jours. Un jour sur deux, en moyenne, on avait des retards, on avait des problèmes sur la ligne. On a un réseau ferré, d'ailleurs c'est Réseau Ferré de France qui en parle le mieux, qui est dans un état lamentable. Si on fait la LGV, cela se fera au détriment de la rénovation des lignes existantes, qui pourrait également nous faire gagner beaucoup de temps. Et effectivement, et là je vous avais raison Michel Lozana, il y a un risque que la LGV ne s'arrête pas si elle se fait. À Agen, enfin dans la tag Agen-Garonne comme on l'appelle, et face directement Toulouse-Bordeaux. Donc on aura, en plus de la destruction de nos paysages, de nos cultures, aucun intérêt pour le Lot-et-Garonne. Donc la priorité, c'est la rénovation des lignes existantes. Je suis, encore une fois, philosophiquement pas du tout opposé à la LGV, mais il y a des choses à mettre d'abord sur la table et surtout on paie assez d'impôts, donc il n'est pas question d'avoir des impôts supplémentaires. Sophie Borderie a qu'à sortir le chéquier si elle veut que la LGV se fasse, plutôt que de faire des déclarations un peu à l'emporte-pièce et insultantes à l'égard de 12 500 personnes qui se sont portées sur ma candidature, qu'elle retourne travailler et qu'elle s'occupe des Lot-et-Garonnais. Oui. Si vous voulez répondre. Non, mais bien évidemment, on parlait de la LGV. Moi, les lignes existantes, je n'ai aucun problème là-dessus. On a fait une loi LOM là-dessus. On a mis de l'argent et c'est sous la compétence aussi, en partie, du conseil régional. Il va y avoir d'ailleurs, je le reconnais, une ligne qui va s'ouvrir entre Agen et Périgueux, normalement. C'est ce qu'a déclaré le président du conseil régional. Moi, je peux vous dire que la ligne du quotidien, ça m'est absolument... c'est une de mes priorités. Je suis allé tout à fait au début de mon mandat, je peux vous le dire, avec pourtant les opposants de la LGV, alors que moi, je ne suis pas un opposant, pour réclamer au ministère qu'on mette de l'argent sur la ligne actuelle Bordeaux-Agen qui avait été un petit peu délaissée. Donc évidemment, il ne faut pas la délaisser. Là-dessus, le combat continue. Et j'étais allé donc l'affirmer et le demander haut et fort au ministère là-dessus. Maintenant, il y a compétences partagées, comme je l'ai dit. Certaines lignes vont réouvrir, d'autres non. Il va y avoir des solutions techniques qui seront aussi peut-être plus pérenne, parce qu'on parle aussi, par exemple, de locomotives à base d'hydrogène, dont je parlais tout à l'heure, et qui permettent de ne pas financer les caténaires qui coûtent au moins aussi cher que la ligne. Donc là, on a fait une loi LOM qui fait beaucoup évoluer les choses et qui nous projette une fois de plus dans l'avenir. On risque de s'endetter pour les 30-40 prochaines années, alors que dans 10-15 ans, effectivement, il y aura peut-être des technologies qui seront beaucoup plus efficientes que les TGV actuels. Les grands constructeurs de locomotives travaillent là-dessus. Bon, voilà, la ligne Agen-Bordeaux, la ligne quotidienne Agen-Bordeaux est dans un état de délabrement très avancé. Les passages niveaux ne sont pas sécurisés. Si vous lisez l'actualité, il ne se passe pas 2-3 mois sans qu'il n'y ait pas une voiture coincée sur les rails ou autre. Donc il y a beaucoup à faire là-dessus. Et ça, c'est le quotidien de Lot-et-Garonne. C'est toutes ces petites lignes, Port-Sainte-Marie, Aiguillon, Tonnes, Marmande, qu'il faut déjà remettre en état. Améliorer la ligne, aller vers la ligne Agen-Périgueux, comme on le dit. Et pourquoi pas, à terme également, réfléchir à une ligne Agen-Auch. Ça se fait aujourd'hui avec les transports routiers. Pourquoi pas la remettre en service? Estimer le coût, moi c'est quelque chose sur la table qui me paraît aujourd'hui plus important et plus primordial que la LGV. Oui, si je peux juste répondre, absolument d'accord là-dessus. Mais là aussi, nous avons agi, et pas qu'un peu. Nous avons repris la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards d'euros pour qu'elle puisse réinvestir justement sur ces petites lignes. 35 milliards d'euros, c'est pas une paille. Voilà. Donc on est là-dessus et on continue de se mobiliser. Parfait, petit point sur les chronos. On a une trentaine de secondes, 40 secondes d'écart. Vous avez 31 secondes de retard, monsieur Lozana.
C'est moi qui suis trop bavard. C'est ça, maintenant c'est vous qui êtes trop bavard. Non, mais je me suis limité exprès. Je savais. Alors, l'industrie automobile, c'est 2 180 000 véhicules produits en France, dont 1 890 000 unités par des constructeurs français. Une baisse de 25% entre 2019 et 2021. 17 sites de production et d'assemblage en France, 2,2 millions d'emplois induits, 8% de la population active qui travaille dans l'industrie automobile directement ou indirectement. 470 000 emplois générés par les activités de production automobile, 536 000 emplois liés à l'usage de l'automobile, vente de véhicules, réparation, location, assurance, etc. 1 210 000 emplois dans les transports, les services et l'entretien des routes et des administrations. En pleine transition écologique, l'industrie automobile est un enjeu majeur pour l'économie française. Beaucoup, notamment les principaux acteurs du marché, n'ont pas manqué de manifester leur surprise en voyant la disparition du ministère des Transports dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Même réaction du côté des transporteurs, dont le secteur est sinistré par la hausse des carburants. Un nouveau coup dur après la crise du Covid. Il n'y a pas de ministre des Transports, mais il y a un ministre des JO, avait tweeté le président de la CFTC Transport après l'annonce de la composition du gouvernement. Comment comprenez-vous cette décision de faire l'impasse sur un ministère ou un secrétariat d'État au transport ? C'est moi qui démarre. C'est vous qui démarrez. Il n'y a absolument pas impasse. Je vous renvoie aux déclarations d'Amélie de Montchalin, que je connais bien, avec laquelle j'ai travaillé. Elle était dans la commission des finances. C'est elle qui est en charge des transports. Alors, elle est en charge de toute une partie du développement durable, on est d'accord, dans lequel il y a des transports. On ne peut plus maintenant parler des transports sans parler aussi du développement durable. Ce n'est pas possible. Donc, c'est elle qui est en charge des transports. Il y a des propositions sur la table. Comme je l'ai dit, on a financé l'hydrogène pour avoir aussi peut-être l'énergie du futur. Mais le président de la République a demandé à ce qu'on trouve une location de véhicules à 100 € par mois électrique. Et du coup, vous consommez beaucoup moins. Et ça vous coûte beaucoup moins, parce que l'électricité coûte beaucoup moins. C'est un enjeu majeur. Ensuite, l'industrie sera transformée. Ça sera une industrie qui, au lieu d'être thermique, sera électrique, mais c'est quand même une industrie. Et je peux vous dire que là aussi, j'ai travaillé sur UPSA avec Agnès Pannier-Runacher, qui est en charge de l'industrie et aussi de la transformation énergétique, d'accord ? Et qui est donc une partie du développement durable très importante. C'est une personne très tenace, efficace, et moi je lui fais absolument confiance. Donc non, il y a des transports. Amélie de Montchalin, je peux vous dire qu'elle travaille. D'accord, vous pensez que ça ne méritait pas au moins un secrétariat d'État dédié ? Alors je vous ai expliqué qu'on avait une vision globale. Non, parce que tout est lié dans le développement durable. Et je suis désolé. Le secrétaire d'État est lié à son ministre, il pourrait y avoir un secrétariat d'État au transport. On verra, c'est peut-être pas fini, je n'en sais rien, mais je la sais capable de mener tout ça de front. Et justement, d'avoir une transversalité, c'est-à-dire d'avoir une vision sur tout ce qui se fait, c'est mieux, plutôt que parfois des ministres qui sont en concurrence, on va dire. Monsieur Delbosc ? C'est très important, le ministère des Transports. Je crois qu'on avait Jean-Baptiste Djebari auparavant, dont je veux saluer le travail. C'est un opposant politique, mais je pense qu'il a plutôt correctement fait le job. Et clairement, un ministre des Transports va énormément manquer dans le gouvernement qui arrive. C'est un signe pour moi anti-bagnole. Alors le ministère des Transports, c'est aussi les trains, c'est les avions, c'est beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pour faire plaisir à l'aile gauche de la Macronie, et je le déplore vraiment. La France, je parlais du nucléaire tout à l'heure, la France a également une excellence française dans le domaine de l'automobile. Le groupe Renault, le groupe PSA, qui est aujourd'hui le groupe Stellantis, qui est le plus grand groupe européen avec 12 marques. C'est un honneur, c'est une passion automobile d'ailleurs, la France, et il faut absolument rendre hommage à tous ces constructeurs. Il faut leur rendre hommage, il faut également les accompagner, les aider, avec des entreprises nationales dans la technologie comme Bosch, comme Valeo, pour trouver des solutions de demain dans la transition énergétique, pour avoir des véhicules plus économes, moins énergivores, que ce soit en carburant ou même en électricité. Effectivement, de moins en moins, nous aurons des véhicules thermiques, et de plus en plus, nous aurons des véhicules tout électriques. C'est le moteur qui change, le carburant qui change également, mais la technologie industrielle reste peu ou prou la même. Je déplore par contre que depuis 20-30 années, on soit en train de plus en plus de délocaliser ces industries françaises en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Turquie ou en Roumanie.
C'est vrai que ça nous permet d'avoir des véhicules à bas coût. Vous en parliez, M. Lozana, notamment sur la Dacia Spring, qui sera le premier véhicule électrique à moins de 100 € par mois. Donc ça permet d'apporter une mobilité durable, écologique et à un coût relativement bas aux usagers. Mais tout le monde ne peut pas se déplacer sur une Dacia Spring. Donc il faut absolument aider les constructeurs, les accompagner et surtout les valoriser psychologiquement parce qu'ils sont énormément pointés du doigt dans le travail remarquable qu'ils font depuis 100 ans que la fierté automobile française se fait. Monsieur Lozana, vous avez 45 secondes si vous voulez. Oui, bien sûr, l'industrie automobile est un élément majeur en France depuis toujours. Et d'ailleurs, elle n'a pas été maltraitée. Et au contraire, il faut l'aider à évoluer. Parce qu'il y a une évolution. On ne peut pas rester sur des positions, j'allais dire, rétrogrades, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut quand même qu'on évolue. Et donc, on va avoir une politique forte là-dessus. Je dis en passant d'ailleurs qu'Amélie de Montchalin vient plutôt de l'aile droite de LREM. Mais c'est pas ça, c'est sa compétence, moi, que je reconnais. Et j'ai travaillé avec elle, je le redis, donc je sais très bien, c'est dans ses lettres de mission que le transport est de sa compétence. Donc elle fera ce qu'il faut pour ça. Aujourd'hui, à part sur les véhicules électriques ou les véhicules E85, donc à l'éthanol, chaque voiture que vous achetez est impactée par un malus qui est de plus en plus important. Là aussi, il y a peut-être des choses à revoir. Je ne suis pas sûr qu'acheter une Clio 1 litre essence de 65 chevaux nécessite de payer un malus là-dessus parce que ça s'adresse aussi aux foyers les plus modestes. Donc, encore une fois, les automobilistes sont souvent les vaches à lait de ce gouvernement. Non. De ce gouvernement comme des autres. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une formule qui ne veut rien dire. Et moi, je pense qu'il faut faire évoluer l'industrie automobile. Si vous ne le pensez pas, c'est très bien. Vous en parlerez aux 83% de Lot-et-Garonnais qui prennent la voiture tous les jours et qui payent pour ça tous les jours. Et c'est pour ça qu'on les aide et qu'on les aidera encore. Moins de 30 secondes d'écart pour aborder le sujet de la sécurité. Jean-Michel? Oui, Julien, un sujet qui, pas très étonnamment, s'est effacé au profit de celui du pouvoir d'achat des Français dans les débats des pré-consultations, des pré-votes. Un sujet qui est effectivement passé au second plan, mais qui reste évidemment sensible chez les électeurs en Lot-et-Garonne comme ailleurs. Sur l'année 2021, les forces de police et de gendarmerie du département du Lot-et-Garonne ont constaté 14 105 crimes, délits et actes de délinquance divers. Ce chiffre, mouliné, si j'ose dire, par l'Office national de la délinquance et des réponses pénales, l'ONDRP, ventile les choses comme suit. Violence en personne. Pour le département, on sort effectivement de l'unité Agen-Nérac. Violence en personne, plus 9,68%. Vol et dégradation, plus 16,78%. Délinquance économique et financière, plus 5,19%. Autres infractions, plus 3,29%. Quant à la consommation des stupéfiants, toutes substances confondues, elle a augmenté d'une année sur l'autre de 27,6% dans le département. Le nombre d'affaires de consommation de drogue, renvoyées ou pas devant la justice, était de 592 en 2021 pour 464 en 2020. Si on sait qu'effectivement la police nationale c'est l'État et que la police municipale c'est le maire, que faites-vous, messieurs, de ces exigences citoyennes? La première responsabilité de l'État qui est de protéger ses citoyens. En tant que député, qu'est-ce que vous pourrez porter pour notre département et pour Agen-Nérac tout spécifiquement en la matière? Monsieur Lozana? Oui. C'est un sujet très important parce que la sécurité, si elle n'est pas présente, c'est au détriment des plus faibles. Et donc, nous avons un programme ambitieux que nous avons d'ailleurs développé parce que la sécurité, ça va aussi avec la justice. La sécurité, 10 000 embauches de policiers ou gendarmes de plus. Nous avons augmenté le financement de la police et de la gendarmerie. Nous avons comme ambition de créer 200 gendarmeries de plus. Donc je peux vous dire que je me suis déjà positionné pour qu'il y en ait une de plus dans le département. Donc un sujet majeur. Deuxième volet, essayer de faire en sorte que les policiers aient moins de temps administratif. Je suis allé au commissariat de police, je les ai interrogés. Ils sont, entre guillemets, là comme ailleurs. Prisonniers d'un temps administratif très complexe. Donc nous avons déjà voté des dispositions, par exemple, pour que le simple délit de consommation de drogue ne soit plus, n'ait plus une classification
qui implique qu'il y ait tout un dossier à faire, mais que ce soit simplement une amende, par exemple. Donc le but, à travers tout cela, c'est de mettre 2 fois plus de temps de policiers dans la rue. On a commencé, c'est un long processus. Le matériel, on a mis de l'argent sur le matériel. Allez voir ici au commissariat de police, ils ont touché du matériel qui est maintenant, par exemple des voitures ou autre, qui est maintenant du matériel de maintenant, alors qu'ils avaient un retard très, très important. La justice, on a mis plus 30% de budget sur la justice parce que la justice en France est trop lente. Ce diagnostic a été fait, on a mis les propositions sur la table, on a voté cela 2 années de suite, plus 30%, et c'est allé au tribunal, là aussi, moi j'y suis allé, c'est en train d'accélérer donc les processus de traitement de ces faits de justice. C'est très important parce que quand il y a des délinquants qui ne passent dans la justice que 2 ou 3 ans après, la sanction n'a plus de signification. Donc il faut travailler sur tous ces éléments-là parce que c'est en effet une tendance forte de la société là aussi que nous devons combattre et nous y sommes engagés pleinement. Monsieur Delbosc. C'est dommage que Maryse Combre ne soit pas là. Elle a été qualifiée pour le second tour à Michel Lozana. Elle a décidé de soutenir Michel Lozana. J'aurais beaucoup aimé l'apostropher là-dessus, elle qui vient d'une organisation politique qui explique que la police tue, qui parle de violence policière à longueur de journée. Donc ça aurait été très intéressant, je le regrette. Peut-être que Michel Lozana pourra en dire un mot là-dessus. La sécurité, c'est la première de nos libertés. Il n'y a pas une semaine qui passe à Agen, en Irak ou dans les petites villes sans un coup de couteau, sans une agression, sans une violence. Merci pour les chiffres du Lot-et-Garonne. Moi j'avais les chiffres nationaux, ils sont encore pires dans le Lot-et-Garonne. Beaucoup de choses ont été faites, formidables. Les chiffres n'ont jamais été aussi catastrophiques. On a le ministre de l'Intérieur avec le plus mauvais bilan de l'histoire de la Ve République, qui est encore en poste après tout ce qui s'est passé après le Stade de France. C'est un véritable scandale. Donc, moi, je ne vais pas y aller par 4 chemins sur la sécurité. Il y a énormément de choses à faire qui ne sont absolument pas faites aujourd'hui. C'est effectivement, là, vous avez raison, désengorger les hôpitaux. Pour désengorger les hôpitaux, il faut accentuer les moyens mis sur la justice pour tout ce qui a à faire de délits, de violence intrafamiliale également. Vous en parliez tout à l'heure, la consommation de stupéfiants est désormais passée de délit à contravention. Peut-être qu'on vous entendra là-dessus. Là, je ne sais pas quelle est votre position. Bien évidemment, je me battrai contre la légalisation quelque drogue que ce soit en général. Et il faut accentuer le travail qui est fait avec les polices nationales, avec les gendarmeries, leur donner plus de moyens, bien évidemment. Accentuer également le dispositif qui est mis avec l'État, qui fait qu'une mairie qui emploiera un policier municipal et qui dispose d'un commissariat proche verra aussi un policier national dans le commissariat également. Il faut aider les collectivités locales à recruter, à former, à payer et à alimenter en matériel cohérent les polices municipales. À Agen, il y a 2 voitures. On est une ville de 35 000 habitants. Les policiers municipaux ont 2 voitures. Ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de moto. C'est absolument scandaleux. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, on est un département avec une histoire humaniste, une histoire d'accueil très importante. C'est un honneur pour moi d'accueillir des gens d'où qu'ils viennent dans le monde. Par contre, moi, une fois élu député, si je le suis, si vous m'en faites l'honneur dimanche, je me battrai pour que des personnes qui viennent en France, qui commettent des délits, qui commettent des crimes, soient ou expulsés à la suite de leur peine de prison, ce qui n'est absolument pas fait aujourd'hui, ou aillent faire leur peine de prison à l'étranger de leur pays d'origine et ne reviennent pas en France. On va arrêter de se faire pourrir la vie. On a 25% de prisonniers dans nos prisons qui sont étrangers. Ils n'ont pas à vocation à rester sur le territoire. Si vous lisez la presse tous les jours, vous allez voir un multirécidiviste défavorablement connu des services de police, comme si on pouvait être favorablement connu des services de police. Tous ces gens-là, qui n'ont rien à faire sur le sol, ils repartiront. Ça va libérer 25% de places dans les prisons, ça va libérer du temps pour la justice et du temps pour la police. Et bien évidemment, et là vous avez parfaitement raison Michel Lozana, beaucoup moins de temps administratif aux policiers qui passent leur vie. Alors moi j'ai pas eu l'occasion d'aller au commissariat, mais je connais beaucoup de policiers qui passent énormément de temps à faire de l'administratif. Et on est obligé de recruter des citoyens, des réservistes civils citoyens pour faire leur tâche du quotidien. Là il y a des choses à faire aussi. Une précision chiffrée néanmoins que j'ai oublié de donner tout à l'heure. Toujours selon les chiffres de l'ONDRP, Péricot évidemment au nombre d'habitants de notre département, un peu plus de 330 000. Le Lot-et-Garonne se positionne en 47e position sur les 96 départements analysés par l'ONDRP. C'est très moyennasse tout ça.
Expulser ceux qui ne doivent pas être sur le territoire, très, très bien. Il y a eu une augmentation et vous pouvez compter sur Gérald Darmanin là-dessus. Il y a eu une augmentation de ces expulsions. On a même eu un coup de froid entre le Maroc et l'Algérie parce que il refusait pas, mais enfin, il n'adhérait pas trop à l'accueil de ces délinquants, on va le dire, qui sont sur notre sol et qui devraient retourner dans leur pays quand ils sont étrangers, bien évidemment. Nous avons fait partir 700 fichiers S de notre territoire, 1300 de ces délinquants aussi. Donc le ministre en charge de la sécurité est pleinement mobilisé là-dessus. Il faut aussi améliorer le système de l'accueil des demandeurs d'asile, qui est beaucoup trop long, et après les gens s'installent sur notre territoire et au bout de 2-3 ans, à cause des procédures trop longues, même si il n'y a plus de logique à ce qu'ils soient chez nous, eh bien, ils se sont installés ou autre. Donc là-dessus, on a déjà travaillé, on a réduit le temps d'instruction de ces dossiers, et on va continuer. Petit point sur les chronos, quasi-égalité sur les chronomètres pour la dernière question de sécurité. Jean-Michel ? Non, je crois que ces messieurs ont répondu globalement, effectivement, à la question très, très englobante. Effectivement, le sujet mériterait de plus ample développement, mais le temps nous est contraint. Donc, cher Julien, passons aux questions de culture, si vous le voulez bien. Alors, la culture a été en première ligne pendant la crise de la Covid, avec des interdictions qui ont conduit à la fermeture complète durant plusieurs mois de lieux culturels, de la salle de spectacle à la librairie, en passant par les cafés-concerts. Elle était qualifiée par le gouvernement de non essentielle. La sphère culturelle avait rappelé à l'époque que la culture a une dimension politique, ce qu'elle est nécessaire à l'épanouissement des citoyens, à la cohésion sociale et au sentiment de faire communauté en favorisant l'intégration. Elle lutte en amont à ce que l'on traite souvent a posteriori, perte de lien social, délinquance ou encore incivilité. Les missions principales de l'État en termes de culture restent de la protéger, de la rendre accessible à tous. Concernant son accessibilité au plus grand nombre, quel levier vous semble incontournable ? Avez-vous des idées de nouveaux dispositifs pour rendre la culture facilement accessible au plus grand nombre ? Monsieur Lozana ? Oui, je vais vous reprendre un petit peu. En effet, elle a été décrétée non essentielle, sauf qu'elle a été très soutenue. Très soutenue. La création a été très soutenue en France. Et donc, la ministre, qui n'est plus ministre d'ailleurs à l'époque, a fait tout pour. Elle est allée auprès des intervenants de la culture. Et vous savez très bien que c'est une sensibilité particulière de notre président de la République. Il est très attaché à la culture, comme je le suis. Moi, j'ai été un des fondateurs ici, par exemple, des montreurs d'images. Je faisais mes présentations, mes premières présentations publiques, c'était aux montreurs d'images. Pour la démocratie de la culture, vous avez raison, nous avons créé le Pass Culture. Parce que c'est habituer les jeunes à sortir et à se familiariser avec la culture, qu'elle soit écrite ou autre. Et donc ce Pass Culture qui a eu un peu de mal à démarrer, je suis d'accord, mais commence maintenant à trouver une vitesse de croisière, on peut dire, intéressante et qui permet donc justement, y compris à l'éducation nationale, parce qu'on l'a permis, aux professeurs ou autres, de travailler avec ce Pass Culture pour aller sensibiliser les jeunes à cette culture-là. Elle est absolument essentielle et c'est une de nos préoccupations au niveau national, bien sûr. Monsieur Delbosque ? Je me souviens dans les années 80, quand nous avions Jack Lang, ministre de la Culture du Parti Socialiste, dont Michel Lozana est issu, où on nous a expliqué que tout était culture. C'est-à-dire que le moindre petit collectif d'artistes, la moindre petite asso prétendument culturel était culture et pouvait recevoir des subventions. Je suis pour un retour à la culture d'excellence. Une culture d'excellence française, notamment en ce qui est des subventions. Les budgets sont réduits pour la culture, je le déplore, mais ils ne sont pas extensibles. Et je veux favoriser le fait de donner des subventions à des actions culturelles qui s'impliquent pour nos territoires. Demain, si nous sommes élus députés, avec mon groupe, plus aucune association et institution culturelle ne recevra des subventions sans un échange direct avec les collectivités locales, sans un échange direct en allant dans les écoles, les collèges et les lycées. Il faut redonner envie à nos jeunes de s'intéresser à la culture,
de s'instruire tout simplement et de redécouvrir notre histoire de France. 72% des Français jugent primordial que notre culture et notre histoire soient remis comme première richesse de notre pays. Il n'y a pas de recette miracle non plus, mais on va tout faire pour redonner envie à nos jeunes d'aimer notre pays, d'aimer son histoire et sa culture et d'aimer son patrimoine. Alors, pour vous permettre de rebondir là-dessus, en pleine épidémie, des dispositifs financiers ont été mis en œuvre, notamment concernant les intermittents avec le maintien des droits. Par exemple, pour les intermittents, malgré cela, beaucoup d'artistes et de techniciens, qui pour la majorité d'ailleurs ne sont pas intermittents, ainsi que leurs structures sont en difficulté aujourd'hui, car les salles peinent nettement plus à remplir qu'avant la crise de la Covid. Ils font face à des difficultés de trésorerie et limitent drastiquement leurs dépenses, et notamment les prescripteurs qui faisaient appel à ces artistes et à ces techniciens. Et c'est le cas des prescripteurs publics, comme les services culturels des mairies ou des collectivités locales. Quels sont pour vous les leviers qui permettraient, pour garantir l'exception culturelle française, qui fait la richesse culturelle de nos territoires, loin des planches des théâtres subventionnés dont parlait M. Delbosc, qui est en danger aujourd'hui? Comment pensez-vous pouvoir les aider? Alors, tout d'abord, heureusement qu'ils ne vont pas être élus, parce que moi, quand j'entends excellence, je comprends plutôt élitiste, d'après les propos qui ont été tenus. Alors, il ne faut pas réfuter une culture un peu élitiste, mais l'enjeu, c'est bien que la culture soit partagée, qu'elle soit commune. Et donc, comme je vous ai dit, le pass culture est très élevé. Nos moyens, c'est d'augmenter les moyens de la culture. Ça a été fait, ça continue. Il y a une trajectoire qui a été décidée. Donc, on va aider. Et ce qui est important maintenant de considérer, c'est qu'on a beaucoup aidé la création en France, mais qu'il faut aussi aider la diffusion. Et c'est bien à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Depuis toujours, c'était la création qui était favorisée, et maintenant, il faut refaire venir les gens dans les salles, il faut refaire venir dans la culture, et notamment donc c'est plutôt la diffusion. Les théâtres privés qui ne bénéficient pas de subventions. Il y en a qui fonctionnent très bien. Alors attendez, moi je ne suis pas pour une culture d'État, soyons clairs. Donc on a toujours tendance en France à se retourner, mais que fait l'État? Très bien, il y a une culture qui est... Le théâtre d'Agen est conventionné, par exemple, d'accord? Mais si tout doit être culture d'État, c'est pas bien. Moins de liberté, des contraintes, de l'administratif, des choses. Non, il doit y avoir aussi du privé qui vit à côté. Alors il faut leur donner les moyens, faut stimuler, et je pense que le pass culture est un moyen important. Donc ça, on ne peut pas tout attendre de l'État, et ce n'est pas souhaitable. Monsieur Delbosc? Il faut redonner envie à nos jeunes de s'intéresser à notre histoire, à notre patrimoine. J'espère qu'on pourra lancer un grand plan musée aussi pour remettre en valeur tous les musées de notre territoire. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Tellement de choses, des cours d'instruction citoyenne, accentuer les cours d'instruction citoyenne en collège, lycée, là aussi pour sensibiliser nos jeunes à tout ça. Continuer à favoriser les dispositifs fiscaux en faveur du mécénat. Il y a énormément de choses à faire. Il faut... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La culture n'est pas essentielle, il nous l'a raconté. Pour moi, la culture est essentielle. Elle n'est pas élitiste, mais effectivement, encore une fois, on va peut-être réaccentuer les subventions sur ce qui fait vraiment la richesse de notre pays. Moins de dispersion d'argent. Et je vous dis, il y a un gros travail à faire auprès des jeunes. C'est bientôt la fin pour nous de ce débat. Si vous voulez une petite minute pour conclure, Monsieur Delbosc, vous aviez lancé Monsieur Lozana qui avait commencé. Donc Monsieur Delbosc, si vous voulez une petite minute, vous êtes au niveau des chronos. Voilà. Monsieur, vous avez plus une minute? Ouais, vous avez une minute de retard sur le chronomètre. Donc vous avez 2 petites minutes si vous voulez pour conclure, et Monsieur Lozana aura 1 minute. Et ensuite il y aura la dernière partie avec la JCE d'Agen. Okay. Encore quelques questions. Ok. J'espère que les auditeurs et les auditrices de Radio Bulle auront pu se forger une petite opinion. Moi, j'invite tout le monde à aller aux urnes dimanche. J'appelle tous les électeurs du Rassemblement national à leur dire que ça y est, cette année, on peut avoir un député à l'Assemblée nationale, on peut avoir quelqu'un, un représentant du peuple qui vous représente vraiment. C'est pas perdu. Allez vous déplacer. J'en appelle à tous nos amis de droite, bien évidemment, que je connais très bien. Leur dire, voilà, vous en avez marre du macronisme, vous en avez assez de tout ça. Déplacez-vous. Et puis j'en appelle, alors pas à Maryse Combre, bien sûr, mais à tous ces électeurs, à leur dire, voilà, vous voulez pas partir en retraite à 65 ans, vous voulez un peu plus de pouvoir d'achat, vous voulez être considéré. Rejoignez-nous. Un député, une autre voie est possible.
Vous savez, j'ai galéré pendant des années, je suis issu de la classe moyenne aujourd'hui. J'ai passé 8 ans au SMIC, je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, je vis correctement. J'ai pas un gros niveau de vie, mais je fais partie de cette classe moyenne qui paie beaucoup d'impôts, de taxes, de charges et qui n'a droit à rien. Je fais pas ça pour moi. Je n'ai pas d'ambition personnelle, j'ai pas de projet de carrière d'être député ou autre. Si je suis les députés demain, c'est pour vous représenter. C'est pour me battre pour le territoire, ce territoire que j'aime. J'y suis né il y a 36 ans, je ne suis jamais parti et je veux tout faire pour continuer à le faire vivre. Voter pour un député macroniste, c'est voter pour un candidat d'Emmanuel Macron. Voter pour moi, ça sera pour représenter le peuple, tout simplement. Merci. Monsieur Ozana, vous avez une trentaine de secondes pour arriver à l'égalité, sinon on vous ampute un petit peu déjà votre chrono pour la dernière partie. Vous avez une trentaine de secondes si vous voulez à l'égalité de chrono. Le peuple, c'est un concept valise, entre guillemets. Moi, je suis issu d'un milieu très pauvre, fils d'émigrés. Et donc, c'est l'éducation nationale qui m'a permis donc d'évoluer, de devenir médecin. Et depuis 38 ans, j'ai travaillé en tant que médecin et je suis très heureux. Mes parents étaient italiens quand ils sont arrivés. Moi, je suis né avec le droit du sol. Donc, je sais ce que c'est que de sortir d'une classe très pauvre. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très évident qu'il faut, et je l'ai démontré tout au long de ce débat, un député de la majorité pour pouvoir apporter des éléments très forts sur cette circonscription. Parfait. À 3 secondes près, on est sur une égalité de temps de parole. Donc je m'étais arrêté. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de faire une courte pause avant d'entamer la dernière partie de ce débat. On se retrouve dans un instant sur Radio Bulle et on poursuivra ce débat d'entre-deux tours avec les 2 candidats de la première circonscription du Lot-et-Garonne et Alain Cassem de la Jeune Chambre économique d'Agen qui viendra leur poser les questions que l'association a recueillies auprès des Lot-et-Garonnais dans les rues d'Agen. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 93.6. Dimanche dernier, vous vous êtes prononcé à l'occasion du premier tour des législatives. Pour la première circonscription d'Agen-Nérac, vous avez choisi Michel Ozana de la liste Ensemble et Sébastien Delbosque du Rassemblement National. Les candidats ont accepté le débat d'entre-deux tours proposé par Radio Bulle et la Jeune Chambre économique d'Agen. Et on reçoit d'ailleurs Alain Cassem de la Jeune Chambre économique qui va à son tour poser des questions aux candidats, des questions qui ont été recueillies dans les rues d'Agen. Bonjour Alain. Bonjour Ophélie. Alors avant de poser vos questions, quelques mots peut-être sur la JCE. Tout à fait. Alors moi je représente aujourd'hui la Jeune Chambre économique, donc qui est une association de jeunes citoyens engagés âgés entre 18 et 40 ans qui œuvrent sur le territoire agenais et lot-et-garonnais sous forme d'actions très diverses comme Tapas un job sur l'emploi, Zéro mégot sur l'environnement ou 47 pépites sur le thème de l'économie et enfin des actions comme celle-ci sur la citoyenneté et la politique. Très bien. Allez-y pour vos questions. Donc, merci tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation et merci à Ophélie de m'accueillir sur cette antenne. Donc, on a recueilli ces questions auprès des citoyens, principalement sur le boulevard de la République, au cours de nos pérégrinations. Et nous avons reçu différentes remarques et questions sur la politique en général, mais aussi sur les considérations des citoyens actuellement et leurs problématiques du quotidien. L'une des questions importantes qui est revenue était sur le thème de l'emploi, qui est une problématique majeure pour les jeunes actuellement, souvent trop qualifiés ou trop jeunes, enfin bref, souvent trop. Comment comptez-vous faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi sur le territoire ? Déjà, merci à la JCE d'organiser ce débat, c'est très intéressant. Alors, je suis content parce que c'est jusqu'à 40 ans, j'ai 36 ans, donc je peux encore vous rejoindre. Il y a beaucoup de choses à faire pour faciliter l'emploi des jeunes. Vous parliez de Tapas and Job, Alain, tout à l'heure. J'ai recruté personnellement à mon ancienne entreprise 2 personnes grâce à Tapas and Job. Donc il y a des choses locales à promouvoir comme ça. Tapas and Job, pour information, c'est une rencontre détendue autour de tapas, d'un verre de vin entre des recruteurs et des candidats à l'emploi. Je pense qu'il y a également aussi beaucoup à faire sur la formation et sur l'orientation des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup trop de parents vont privilégier des filières générales pour leurs enfants. Et beaucoup de secteurs de main-d'œuvre type plomberie, électricité, enfin d'artisans vont manquer de cette main-d'œuvre. Donc voilà, il y a un travail à faire sur la valorisation de ces métiers-là qui sont parfois pas assez mis en valeur à l'école et qui sont pourtant pourvoyeurs d'emploi, je vais y arriver, je suis désolé, pourvoyeurs d'emploi et qui recrutent énormément. D'accord.
Merci à vous, Monsieur Lozana. Alors je suis désolé, je vais encore redire, mais nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, je suis désolé de le dire. Alors merci d'abord pour ce débat, mais nous avons encore beaucoup travaillé là-dessus, puisque nous avons le chômage le plus bas depuis 15 ans et le chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Pourquoi ? Parce que nous avons fait ce qu'on appelle un jeune, une solution. Et nous avons donné des moyens, par exemple, avec des organismes qui gèrent l'emploi, la mission locale, par exemple. J'étais dans son assemblée générale. Nous avons augmenté, plus que doublé, le nombre d'apprentis, plus de 700 000. Donc ça répond à la demande et c'est très bien parce que 70% des apprentis ont un travail. Nous allons faire de la même manière pour l'éducation technique parce qu'en effet, je le constate qu'en France, ce type d'enseignement avait été délaissé et en tout cas déclassé. Voilà. Donc on a fait des efforts là-dessus et on va continuer puisqu'on vise maintenant le plein emploi. Nous avons baissé de 2 points le chômage en France, ce qui est assez extraordinaire. Merci à vous. Alors, pour la deuxième thématique, je vous propose d'évoquer l'environnement, qui est une problématique aussi majeure pour les jeunes actuellement. À l'heure où le rapport du GIEC nous donne 3 ans pour changer de paradigme et de sens, pensez-vous que la croissance économique est compatible avec la préservation de notre environnement ? Alors je sais que la question est très large et peut-être complexe à répondre en 2 minutes, mais je vous laisse la parole, Monsieur Lozana. Oui, bien évidemment. Parce qu'il ne faut pas avoir une vision passéiste. Excusez-moi. Moi, je crois beaucoup à la technique, beaucoup à la recherche et beaucoup au progrès. Et précédemment, je parlais par exemple des 10 milliards que nous avons investis sur la recherche pour l'hydrogène. Parce que si on veut préserver l'environnement, il faut des investissements pour transformer les industries, pour qu'elles aient des énergies moins consommatrices en termes de carbone, il faut les aider, il faut des moyens. C'est pas vrai qu'en revenant en arrière, on fait baisser ça. Et la France, en plus, est un pays qui compte pour 1 à 2% des émissions de gaz à effet de serre, d'émissions carbone, dans le monde. Mais comme nous sommes un pays riche, nous devons à l'exemplarité et nous devons trouver des solutions que pourront reprendre aussi le reste du monde. Est-ce suffisant ? Est-ce suffisant ? Alors ce n'est jamais suffisant, soyons clairs là-dessus. On peut toujours dire qu'on n'en fait jamais assez. On a doublé quand même la réduction des gaz à effet de serre en France par rapport au mandat précédent. C'est quand même un effort. Il faut continuer. 700 000 logements rénovés, ma prime rénove. C'est moins d'énergie, plus de confort et donc voilà. Je crois que nous avons fait là-dessus et qu'il faut continuer de manière vraiment forte sur l'environnement et sur les financements pour pouvoir progresser. Mais pas revenir en arrière, ce n'est pas une solution. C'est entendu, merci. Monsieur Delbosc ? Je regrette que l'écologie, qui est essentielle au bien vivre, soit parfois trop entre les mains des écologistes français. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes votent écolo parce que c'est très bien. Il faut faire protéger la nature. Allez voir dans les programmes des écologistes ce que c'est. Ils passent leur temps à faire de l'ultra-gauche. Donc j'alerte là-dessus. Je suis sûr que Michel Lozana a des solutions sur l'écologie. Nous en avons aussi, qui sont bien moins dogmatiques que les autres. Je ne crois pas à la décroissance. Par contre, je pense qu'on peut toujours être plus vertueux. La France, c'est 0,9% en 2020 des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 au monde. On est parmi les pays les plus vertueux. Et malgré tout, nous sommes parmi les pays les plus taxés là-dessus. On ne va pas revenir sur le carburant, etc. Mais voilà, la France est extrêmement vertueuse, elle l'est de plus en plus, et je m'en félicite. On peut malgré tout encore améliorer ça. Privilégier l'économie circulaire, privilégier les circuits courts, s'opposer au libre-échangisme complètement dérégulé qui pollue énormément. La Chine, c'est 28% de la pollution mondiale, les États-Unis, 25% à titre informatif. Être respectueux de la nature, c'est également accentuer la rénovation thermique et la rénovation énergétique des logements pour avoir des logements moins énergivores qui coûteront déjà moins cher à vivre et puis qui rejetteront moins d'émissions polluantes. Merci à vous. Alors, le Lot-et-Garonne est majoritairement un territoire rural. Comment rendre les territoires ruraux plus accessibles et attractifs ? Les valoriser,
Les faire connaître davantage, les faire aimer, ça passe dès l'enfance dans les écoles à promouvoir notre département, comme ça se fait un petit peu notamment à Paris, dans le métro, j'étais il y a quelques semaines, mettre en avant notre département beaucoup plus qu'il n'est aujourd'hui. On a un département, on a un territoire qui est fabuleux, on est à 2 heures des Pyrénées, on est à 2 heures de l'océan Atlantique, on a de superbes villes, on a Villeneuve, Agen, Nérac, Puymirol, Montflanquin, Miramont de Guyenne. On a une richesse patrimoniale extraordinaire en Lot-et-Garonne que personne ne connaît, que personne ne met en avant. Et il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus pour montrer cette attractivité au-delà même de la Nouvelle-Aquitaine à la France entière, parce qu'on peut attirer beaucoup de monde. Venez à Lot-et-Garonne. Les territoires sont fabuleux. L'immobilier est encore relativement accessible, même si ça a beaucoup augmenté depuis le Covid. Venez chez nous, il fait bon vivre, il fait bon manger et il fait bon travailler aussi parce qu'il y a de l'emploi. De l'incitation. Oui, bien sûr, c'est très important. Je crois énormément à la volonté politique. Vous allez me dire, c'est de la philosophie ça. Mais je pense que la France il y en a sur tous les territoires, de tous les bords. Mais on manque parfois d'élus locaux qui se battent comme des chiffonniers, comme des chiens pour le territoire. Et si vous me faites l'honneur d'image, je serai ce genre de député-là. Le premier VRP du 47. On y vient justement aux questions philosophiques par la suite. Mais avant ça, je vais laisser Monsieur Lozana prendre la parole. Oui, ça tombe bien, il y a déjà un député qui travaille beaucoup là-dessus. Premièrement, désenclavement, le numérique. Le numérique, c'est absolument essentiel actuellement. Donc, dès le début du mandat, nous l'avons facilité. Nous avons passé des conventions avec les départements. Maintenant, c'est la compétence du département pour voir, en effet, quelle commune doit être d'abord développée par rapport à une autre. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, d'abord le numérique, parce que maintenant, c'est demandé partout. Et si on veut désenclaver le rural, c'est ça. Deuxième chose, proposer des services. Maison France Service, on en a, je crois, plus de 14 maintenant dans le département. Rien que dans la circonscription, j'en ai inauguré 2. Une à Nérac et une à Mézin, qui est une maison France Service itinérante pour le développement, pour aller au-devant des personnes qui sont isolées. Et France Service, vous trouvez la CAF, vous trouvez la Poste, enfin vous trouvez tous les services. Donc très très important ces 2 points. Ensuite, même le rural doit s'appuyer sur des points forts dans la circonscription, l'Agenais est un point fort économique. Par exemple, la TAG, j'ai participé à sa création, la Technopole Agen-Garonne, ça va être 1000 emplois de plus à la fin qu'elle sera terminée. Et elle est en très très bonne voie. Et de manière concentrique comme ça, nous pouvons avoir une dynamique lot-et-garonnaise parce qu'il a raison. Nous avons une qualité de vie extraordinaire, une agriculture qui nous donne des produits très agréables à manger. Et moi, je fais les marchés, donc en termes de circuit court, là-dessus, il n'y a pas de problème. Toutes les semaines, je fais le marché. Et c'est une de nos richesses. Et la qualité de vie, il faut la préserver. Merci pour ce retour. Avant de continuer, on fait juste un petit point sur les chronos. Ah non, ça c'est fermé. On ne voit plus les chronos. Ça s'est fermé. Ah. 40 J'ai 40 secondes de retard, vous voulez dire? D'avance. Ah, j'ai plus parlé. 40 secondes. Ça arrive. Voilà. Pardonnez-moi. Très bien. Au début, c'est toi. Vous pouvez y aller. Donc, on passe aux 2 dernières questions qui sont des questions sur Je ne sais plus qui doit répondre. Oui, la démocratie. Et c'est Monsieur Delbosque qui commencera, il me semble. Non, je crois que... Non, vous venez de finir, donc ce sera à vous. C'est lui qui a commencé. Oui. Non, c'est moi qui ai commencé le précédent. Et alors Donc ce sera à vous de Très commencer. bien, merci. Au vu des scores d'abstention récents et inédits, comment redynamiser notre démocratie et capter cette jeunesse qui se désintéresse de plus en plus de ces questions ou de la politique? Question très compliquée. Évolution de la société, qui n'est pas d'ailleurs que française. Regardez, en Europe, il y a une baisse, en effet, de la participation au rendez-vous politique dans toute l'Europe. Donc c'est bien une question de société, et donc ça là, c'est plus complexe. Il n'y a pas une réponse, malheureusement. Mais il y a une foule de petits éléments qui peuvent s'ajouter. Moi, vous savez, nous avons voté une loi en tout début de mandat qui a supprimé tous les avantages des députés. En termes d'exemplarité, il faut qu'on soit exemplaire. Et malheureusement, je m'aperçois que ça n'est pas passé dans la population. C'est supprimer nos avantages.
Il y a aussi de la citoyenneté. Alors nous avons déjà travaillé ensemble sur la citoyenneté et votre travail est très important. Faire prendre conscience aux gens et aux jeunes qui, dans tous les cas, ils sont insérés dans la société. C'était très important. J'ai beaucoup aimé le travail que nous avons fait et on a vu là leurs préoccupations. Mais on voit bien aussi qu'ils s'engagent sur des thèmes qui leur sont chers à eux et peu de manière générale. Et puis il y a une espèce de déconsidération de la politique. Moi j'ai été frappé, j'ai été maire pendant 16 ans, ici même, à Bonne-Encontre. Je n'ai pas changé, je suis le même, me semble-t-il. Mais brutalement, je suis devenu député et j'étais plus aussi, j'allais dire pas fréquentable, mais voilà. J'étais un peu plus déconsidéré que quand j'étais maire. Pourtant j'étais la même personne et j'ai fait en conscience le travail. Je ne crois pas que la classe politique pose autant de problèmes que ça et soit vraiment, ne soit pas le reflet de la société. Pardon, je ne peux pas développer avec les 30 secondes. D'accord. Je m'arrête. Parce que... Donc si je comprends bien, c'est une question plutôt structurelle. Oui, mais qu'il faut combattre. Monsieur Delbosc ? Une fois n'est pas coutume, j'aurais quelques propositions claires à faire valoir. Bon, déjà, le spectacle qu'offre le Lot-et-Garonne depuis dimanche soir est assez pitoyable. Que ce soit sur la circonscription marmandaise, Lot-et-Garonnaise avec les petits marmandaise et à Genèse, avec les petits arrangements entre amis. Je me désiste. Ouais, mais si tu te désistes, tu perds le truc. Hein. Bon, bref, c'est absolument scandaleux. Et je pense que le retrait de Mariscorbe, par exemple, participe au fait que les gens soient absolument dégoûtés de se déplacer voter et qu'on a 48% d'abstention sur le Lot-et-Garonne. La première des choses à faire, ça sera de faire ce qu'avait promis Emmanuel Macron et que pour une fois, comme vous dites, il a tout fait, mais là, il n'a pas fait, ça sera de mettre une part de proportionnel. Il est absolument scandaleux que nous n'ayons aujourd'hui, sur 577 députés, que 7 députés qui nous représentent. Vous pouvez combattre nos idées, vous pouvez me traiter d'anti-républicain, d'extrême droite et de toutes ces idioties. La représentation démocratique doit être exemplaire. En France, elle ne l'est absolument pas. Et on n'est pas loin, sur 400 députés, sur 577, des pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc je pense il en va de l'avenir de notre démocratie d'avoir une contre-position. Je proposerai aussi des référendums d'initiative citoyenne pour révoquer les élus. Alors, quand les élus font des fautes, ils passent devant un tribunal, bien évidemment. Mais quand des élus, comme par exemple le député marmandais Alexandre Freschi, qui n'a absolument rien foutu pendant 5 ans, et ça se voit, pourquoi pas, au bout de 10, 20 ou 30 000 demandes de citoyens, remettre en jeu ce mandat, ce genre de choses. Casier judiciaire vierge, je l'ai dit hier, j'étais assistant d'éducation quand j'étais jeune. Il fallait que je n'ai aucune mention sur mon casier judiciaire. Et aujourd'hui, on a des élus qui ont des casiers judiciaires remplis. C'est absolument scandaleux. Donc je pense que voilà, nous devons être exemplaires en tant qu'hommes, en tant qu'hommes politiques. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses à faire à l'école pour éduquer nos jeunes à la citoyenneté, les instruire à la vie citoyenne et à la vie associative également. Merci à vous. C'est à vous que reviendra cette lourde tâche que de commencer sur cette dernière question, qui est une question bonus. Vous souhaitiez rebondir, monsieur Lozana ? Non, je ne sais pas où on en est. Au niveau du Un temps. petit point sur les chronos. Monsieur Delbos a 30 secondes de moins que vous. Ok. Donc, étant donné qu'on est toujours au cœur de l'actualité, je ne sais pas si vous avez pu jeter un œil au sujet du bac de philo qui sont sortis ce matin. Et j'aimerais vous faire plancher sur l'un des sujets qui est revenu, qui me semble assez intéressant, qui était, revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ? Vous avez 3 heures. Exactement. C'est 3 heures, normalement, une disserte de philo. Une disserte, c'est 3 heures. Hein. On a quoi ? On a 2 minutes. Tout à fait. Est-ce que c'est à l'État de décider ce qui est juste ? Alors moi, mon bac de philo, c'était en 2005, au lycée 5 après Agen. Je vous avoue, j'en ai des vagues souvenirs. J'ai eu 10 sur 20. Donc c'était pas ma matière de prédilection. J'étais plutôt histoire et économie. Est-ce que c'est à l'État de décider ce qui est juste ? Ça s'appelle en partie l'État de droit. Qu'on a en France. Oui, c'est bien sûr en partie à l'État de décider ce qui est juste, mais je pense objectivement qu'on manque également de représentativité citoyenne et d'écouter les citoyens pour décider ce qui peut être bon ou pas pour l'avenir du pays. C'est très très bien que les États mettent en place des règles, mettent en place des sanctions pour ceux qui ne les respectent pas,
mais on manque, je pense, d'écoute parfois des citoyens. Je ne vais pas revenir sur, par exemple, la proportionnelle, mais il serait juste que, justement, au sein de l'État, on ait plus de représentativité des différents courants d'opinion pour pouvoir peut-être affiner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ne pas également se laisser dicter ses moindres faits et gestes par la doxa médiatique qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Moi, je trouve que ce qui est juste, c'est de travailler pour son pays, de l'aimer, de bien se comporter à l'intérieur. Et ça peut être régi par des lois, mais ça peut être régi également par les personnes que nous sommes. Et un savoir-être que nous devons améliorer et se montrer, et pour lequel nous devons nous montrer exemplaires. Merci pour cette réponse qui, je sais, est assez compliquée à réaliser en 2 minutes. Monsieur Lozana. Oui, ça tombe bien, j'étais matheux. Donc ça va être à nouveau compliqué. Moi, je vais dire que ce qui revient à l'État, c'est de fixer un cadre. Parce que ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas évolue aussi dans le temps. Et il faut faire très attention aux gens qui s'érigent en moraliste ou autre. Et moi, je suis très, très soucieux de cela parce qu'on voit une dérive dans les réseaux sociaux très importante. Donc, par exemple, la justice, c'est un cadre, mais qui évolue aussi. Qui évolue dans le temps, qui évolue selon la société. On n'a pas les mêmes problèmes, on a des visions différentes. Donc oui, c'est à l'État de fixer le cadre, mais que le cadre. Et pas dire ce qui est juste ou pas. C'est quelque chose de très très compliqué quand vous êtes en justice. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça me paraît vraiment très problématique. Alors, bon, il a parlé, par exemple, une dose de proportionnelle. Moi, je suis pour, en termes de représentativité ou autre. Je trouve qu'en effet, c'est pas complètement juste. Et je suis pour qu'il soit plus représenté parce qu'il représente un courant important de la société. Moi, je suis pour ça. Je suis majoritaire pour la dans le justice. département. Très bien, mais heureusement pas dans le pays. Et le président a été très bien réélu. Donc, c'est vrai. Et en tout cas, il y a aussi une équation personnelle. Et moi, je suis heureux d'avoir amélioré ce score-là parce que je crois que ce qui est juste, c'est aussi de voir les gens au travail et de voir comment ça évolue et une espèce d'exemplarité. Voilà, je ne défendrai pas mon collègue de Marmande, mais je trouve l'attaque quand même un peu injuste. Je crois que c'est aux électeurs, ça, de décider. Ils l'ont mis en 3e position et tout ce que je dis, bien sûr, sur votre collègue de Marmande est vérifiable sur le site nosdéputés.fr et de l'Assemblée nationale. Nos députés, ce n'est pas le travail de la CIRCO, excusez-moi. Allez voir sur le site de l'Assemblée nationale. C'est pas le travail de CIRCO, c'est le travail à Paris. Et je suis assez bien classé, donc je suis assez content, j'en ai pas parlé. Merci d'avoir répondu aux questions des citoyens. Un petit point sur les chronos juste avant qu'on termine. Il y a 26 secondes de retard pour M. Delbosque. Si vous souhaitez conclure. Je ne fais pas de politique là aujourd'hui. Je remercie sincèrement Radio Bulle, la JCE de nous avoir donné un temps de parole. C'était très intéressant. Je remercie encore une fois Michel Lozana de m'avoir apporté la contradiction. Et voilà, dimanche, faites un choix, allez aux urnes. Ne vous laissez pas compter toutes ces conneries sur l'extrême droite, sur le front républicain. Ça, c'est complètement dévolu. Je serai un député à la fois travailleur, honnête, objectif, constructif. Je ne serai pas dans l'opposition pavlovienne et je vous remercie. Et c'est donc avec les questions de la JCE d'Agen que s'achève ce débat d'entre-deux tours. Merci beaucoup aux candidats d'avoir accepté de se prêter à cet exigeant exercice du débat d'entre-deux tours. Merci Jean-Michel Armand et Julien Duroux d'avoir accepté d'animer avec passion cette émission. Merci à la Jeune Chambre économique d'Agen. Merci beaucoup à Alain Cassem. Vous retrouverez cette émission dès demain en podcast sur le site internet de Radio Bulle, radiobulle.net, mais aussi en vidéo sur les réseaux sociaux de la JCE d'Agen et de Radio Bulle. Et puis rendez-vous dans les urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives de la première circonscription d'Agen-Nérac. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Bulle, votre radio de la Genève. Radio